Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Hervé Thys. Alors je pense que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu et que vous le connaissiez peut-être déjà. Donc on va pas refaire tout le CV de M. Hervé Thys, mais voilà, connu entre autres pour être le cofondateur de la gastronomie moléculaire et physique. Je pense qu'il aura l'occasion de vous parler de tout ça. Et pas que ça. Et pas que ça, du concept de la chimie note à note, de la cuisine note à note, etc. Et donc, j'espère que vous allez apprécier cette conférence, j'en doute pas une seconde. Et puis, je voulais en profiter aussi pour remercier le PDC qui a fait un sacré travail, qui a déjà... Merci à M. Hervé Thys d'avoir accepté l'invitation. C'est top de vous voir aussi nombreux, donc je ne parle pas plus. C'est pas moi le plus intéressant, ça s'appelle votre conférence. Non, bon, alors, ah non, ça me plaît. C'est là. J'ai un verre. Ah, voilà, j'ai un verre ici. Alors, vous avez du permanganate de potassium. J'ai toujours avec moi du permanganate de potassium. Donc, d'habitude, je dis, c'est de jolis petits cristaux violets. Sauf que là, il est très très fin. C'est la première fois que je vois des cristaux si fins pour le permanganate. J'espère que c'en est quand même. Voilà, je mets de l'eau, là je suis content. Alors, je suis content pour plein de raisons. D'abord parce que c'est la première manip que j'ai faite quand j'avais 6 ans. Donc vous voyez que j'ai pas beaucoup évolué. En venant, je me disais que c'est rigolo, mais je ne cherche pas à savoir l'effet que je peux avoir sur les gens que je rencontre. Parce que, d'abord, je ne sais pas qu'ils existent en quelque sorte, il n'y a que moi qui existe. Mais c'est pas qu'il n'y a que moi qui existe parce qu'il n'y a que moi qui existe, c'est qu'il n'y a que moi qui existe parce qu'il faut que je comprenne le monde qui est un peu compliqué pour moi. Et de ce fait, quand je parle, mais même à ma famille, hein, je ne suis pas sûr qu'ils existent, mais je leur parle parce qu'en parlant, je surveille les mots que je dis, et les surveillant, je peux éventuellement me dire, tiens, ça c'est complètement idiot, et à ce moment-là m'améliorer. Alors, cette petite digression lexicale, en fait, elle est très importante parce que Lavoisier, dans son traité élémentaire de chimie en 1789, disait, en gros, la science étudie les phénomènes. Alors, par exemple, le ciel est bleu, il pourrait être rouge, jaune, vert, non, il est bleu. Et pour étudier les phénomènes, on les pense, et pour les penser, il faut des mots. Il veut dire, le ciel est bleu, à ce moment-là, je vois le ciel est bleu, et à ce moment-là, je peux étudier le bleu du ciel. Et donc, la couleur, c'est un truc très important parce que c'est un phénomène. C'est-à-dire, alors, en plus, la couleur pourpre, ce que les non-chimistes ne savent pas, mais les chimistes le savent, c'est que dans l'Antiquité, pour avoir du pourpre, on extrayait un pigment d'un murex, d'un coquillage. Ça coûtait une fortune, c'est-à-dire, je ne sais plus combien, mais en gros, la robe d'un empereur, c'était, mettons, aussi cher que le château de Versailles. Voilà. Et ça, c'était la couleur pourpre. Et on disait la pourpre impériale. Parce qu'il n'y avait que les empereurs qui pouvaient se payer des couleurs pourpres. Donc aujourd'hui, on a des vêtements jaune, bleu, rouge, vert, etc. On ne se rend pas compte de et ça, c'est de la chimie. C'est la chimie de Hoffmann, de Liebig, etc. Bon, bref, ça, c'est pourpre. Donc déjà, c'est formidable. Voilà. Non, c'est pas formidable. Parce qu'en français, formidable, ça veut dire qui fait peur. C'est la vraie définition. Donc c'est merveilleux, je peux dire. C'est un peu trop concentré, donc je préfère l'avoir un tout petit peu plus dilué, c'est mieux. J'ai dû en mettre beaucoup parce que ça ne dilue pas tellement. Et alors, la manip, elle est là, enfin j'espère qu'elle est là. Bon, elle est pas là. Ne dis pas que j'ai oublié le principal. Il me faut pas de la agar-agar, pas de la gélatine. Ah voilà, de l'acide ascorbique. Alors l'acide ascorbique, les gens disent vitamine C. Bon. L'acide ascorbique, c'est super. On nous dit c'est un antioxydant. Alors moi, je suis chimiste, je connais les oxydants, les réducteurs, mais antioxydants, je ne comprends pas. Bon, c'est des nutritionnistes, on ne s'en fait pas. Ah non, je suis filmé. Il ne faut pas se dire des bêtises. Alors, bon, mais enfin, supposons que ça soit un composé réducteur. On va voir. Et alors, on me dit des tas de trucs, on me dit, vous vous rappelez, je suis un enfant, hein, moi j'ai 6 ans, je n'ai pas bougé depuis ma permanganate. Hein. Et donc on me dit, c'est un antioxydant. Bon, alors,
comme les enfants sont inconscients, ils ne cherchent pas dans le Einstein pour savoir s'il y a de la toxicité, pour savoir si ça va exploser. Ils y vont dur. Alors ils mettent la poudre dedans. Alors ils dosent pas, parce que c'est des ânes. Et ils touillent. Ah, ça y est. Eh ben oui, il y a eu une réaction d'oxydoréduction. Ah, alors ça c'est super. C'est super parce que, en vrai, maintenant, je peux dire que la vitamine C est efficace. L'oxygène nous fait rouiller, en quelque sorte, on fait des oxydes, et donc il nous faut des composants dans l'alimentation qui vont combattre. Alors, ce qui est plus rigolo, enfin, plus rigolo, je sais pas, pour moi, déjà, ça c'est rigolo. En vrai, c'est pour ça que je me lève le matin. Pas ça en particulier. Moi, je me lève le matin pour la raison suivante. Je n'ai pas de feuille de papier, mais enfin, supposons que j'ai une feuille de papier. Non, j'ai pas besoin. Non, supposons que j'ai une feuille de laitue. Voyez, donc je tiens entre les mains une feuille de laitue. Une feuille de laitue, c'est 99% d'eau. Et ça ne coule pas. Comment est-ce que c'est possible? 99, hein, et ça ne coule pas. Voilà pourquoi je me lève le matin. Et voilà pourquoi je vais au labo. Hein. Alors, ici, ce qui est également donc rigolo, c'est qu'on nous dit, quand vous cuisez les aliments, la vitamine C est détruite et elle perd ses capacités. Alors, l'autre jour, à l'agro-paritech, il y avait un cours à des étudiants, donc je mets de la vitamine C dans une casserole, je le mets sur le feu, et puis je raconte des trucs, je suis assez bavard, j'oublie ma vitamine C, et puis à un moment, il y a un gars qui me dit « Monsieur Otis, votre truc, il fume !» Alors, je regarde ma casserole, effectivement, c'était cramé, je dis « On va quand même essayer !» On le verse, la réaction a eu lieu. Donc en fait, on avait cramé la vitamine C, et bien pourtant, il y avait quand même l'oxydoréduction. Donc quand on nous dit, oui, alors, ils nous disent des tas de trucs, hein. Ils nous disent par exemple que dans l'huile, il y a des acides gras. Non, il n'y a pas d'acide gras. Il y a des triglycérides, il n'y a pas d'acide gras là-dedans. Il n'y a pas d'acide gras dans l'huile. Ou alors c'est très malsain. J'y peux rien, quoi. Et alors, pourquoi ces ânes nous parlent d'acide gras? Ça m'énerve, ça. Bon, bref, alors, en gros, voilà pourquoi je vis. Alors, c'est un premier pied, mais il en manque un, donc ça va vite. Alors, ah oui, alors non, il faut que j'explique aussi, parce que je disais à mon collègue, c'est que j'oublie les choses qui me paraissent trop évidentes, mais ce qui est évident, c'est-à-dire, ce qui est évident a posteriori, c'est pas forcément compréhensible au début. Par exemple, là, il y a une image. Alors, c'est quoi cette image? Bon, le texte, vous savez le lire, donc je le lis pas. De toute façon, il est en lettres bleues, on n'arrive pas à lire, et de toute façon, c'est pas fait pour être lu, c'est pour faire la couleur. Voilà. Un conseil pour vos PowerPoint, un titre, une image, point. Pas de texte que vous allez lire, sinon tout le monde va être emmerdé. D'accord? Un titre, une image, et une référence en bas, encore 10. Hein. Bon. Alors, là c'est bon, il y a un titre et une image. C'est mal placé du point de vue de la... Mais je ne suis pas là pour un cours de com, donc ça que je vais enregistrer demain de toute façon. Mais il y a une image derrière. Alors cette image, c'est une invention. Pendant 24 ans, j'ai fait une invention par mois, et je l'ai donnée à Pierre Gagnère, qui était le plus grand cuisinier du monde. Et Pierre a servi ses inventions dans les restaurants qu'il avait à Dubaï, Hong Kong, Tokyo, etc. Ça, c'est une invention qui s'appelle un beurre feuilleté. Alors, beurre feuilleté, je n'expliquerai pas toutes les recettes, hein, mais celle-là, je l'explique. Quand vous faites une pâte feuilletée, vous savez faire une pâte feuilletée? Non. Mais comment vous survivez alors? Quand vous faites une pâte feuilletée, c'est pas dur. Vous prenez de la farine, vous prenez de la flotte, vous faites plop, 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 ça fait une boule de pâte, d'accord? Ça va? Cette boule de pâte, vous l'étendez, une galette, quoi, épaisse comme ça. Vous prenez du beurre, autant de beurre que de pâte. Hein. Vous malaxez le beurre, oui, c'est la recette. Hein. Vous malaxez entre les mains, vous faites une petite galette que vous mettez par-dessus. Ah, mais j'ai pas de feuille de papier dessus. Bon, c'est pas grave. Vous le mettez par-dessus, et puis vous pliez votre feuille comme une enveloppe. Hein. Donc vous avez une enveloppe de pâte avec le beurre au milieu. Donc une couche de beurre, 2 couches de pâte. D'accord? Ouais. Même les chimistes qui ne savent pas calculer. Non, c'est vrai. Alors, maintenant, avec votre rouleau, vous étendez 3 fois plus long que large, vous repliez 1 et 2, comme ça, et donc vous avez 3 couches de beurre, 4 couches de pâte. Puisque les couches de pâte qui se collent vont se souder. Et ça, vous le faites 6 fois. Donc au début, vous avez un beurre, ensuite vous avez 3 beurres, ce qu'on appelle des tours. Hein. Ensuite, vous le refaites en tournant de 90 degrés. Vous avez 9 beurres, et donc 10 pâtes. Ensuite, vous avez 27, 81, 243, 729.
Donc dans une pâte feuilletée épaisse comme ça, vous avez 729 couches de beurre et 730 couches de pâte. Et donc à la cuisson, comme l'eau s'évapore, je vous rappelle qu'une molle d'eau égale 18 grammes et ça fait à peu près 30 litres de vapeur à 100 degrés. Donc en gros, 1 gramme, 1 litre et demi, hein, un petit gramme, 1 litre et demi de vapeur, ben ça gonfle et les couches se séparent. C'est ça qui fait une pâte feuilletée. D'accord. Bon, donc ça va. Mais il existe une autre recette qui s'appelle la paille feuilletée inversée. Alors là, c'est un truc bizarre. On fait une galette de beurre, et ensuite on met la pâte par-dessus, et on fait l'inverse. Et on a une pâte feuilletée qui marche très bien aussi. Et donc, un jour, quand je faisais ma pâte feuilletée inversée, voilà pourquoi il y en a trop. Je me dis, mais... Parce qu'on s'ennuie, c'est très ennuyeux, le rouleau de pâtisserie, on en met plein les mains, on s'ennuie. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait pâte sur beurre ou beurre sur pâte, mais pas beurre sur beurre ou pâte sur pâte? Alors, j'appelle Pierre Gagnère, je lui dis, mais est-ce que tu as essayé de faire un beurre feuilleté? Il me dit, mais non, mais si tu mets du beurre avec du beurre, ça ira pas. Je dis, oui, mais tu vas pas faire du beurre avec du beurre. Tu vas prendre du beurre, tu vas le mettre dans un liquide qui a du goût, par exemple du café. Tu vas le chauffer, tu auras une émulsion de beurre dans du café. Et puis à côté, tu prends du beurre, tu vas mettre un jus de pistache en fouettant. Donc tu vas mettre une émulsion de jus de pistache dans le beurre. Tu superposes les deux pâtes, et tu ne fais pas évidemment 730 feuillets, parce que sinon on ne les verra plus. Et ben voilà le beurre feuilleté. Servi à Tokyo, Dubaï, Hong Kong, etc. Alors vous voyez, l'invention, c'est nul, en gros. C'est à se demander pourquoi les cuisiniers n'ont pas fait ça il y a 1000 ans. C'est un truc incroyable. Pourquoi ces ânes n'ont pas fait ça? Non, on vous couperait les ânes. Non, mais, pourquoi, ça veut dire simplement que l'empirisme, même après 1000 ans, il n'arrive pas à des choses que la compréhension physico-chimique des systèmes permet d'obtenir en claquant des doigts. Et ça, c'est très porteur, je trouve. Alors, malheureusement, l'invention, ça relève de la technologie, pas de la science. Alors moi, j'ai écrit que la gastronomie moléculaire et physique, non, je ne l'ai pas écrit, si, je l'ai écrit, c'est une science de la nature, c'est pas de la technologie. Et donc, ce qu'il faut que j'explique en partie aujourd'hui, c'est ça la différence. Ah oui, contrairement à ce que j'ai recommandé, il n'y aura pas de référence en bas de diapo parce que ça prend de la place. Et puis, de toute façon, j'ai mis une diapo qui dit que si vous avez besoin, vous m'envoyez un email. Je réponds toujours. Hein. Voilà. Merci de ne pas m'envoyer de félicitations, éventuellement. Je préfère les critiques parce que les félicitations, ça flatte, mais les chevilles enflent et puis ça fait crever les chaussettes. En revanche, les engueulades, ça permet d'avancer. Donc je préfère des gens qui me disent c'est très mal ce que vous avez fait, vous avez dit des gros mots, vous avez fait... Bon. Donc plutôt des engueulades. Hein. Voilà. L'email, il est là, donc ça va. Bon. Alors ensuite, le menu. Alors j'enseigne, il faut toujours faire une table des matières après la première diapo, donc voilà la table des matières, mais on s'en fiche à peu près, donc... Enfin, non, c'est pas on s'en fiche, qui veut que je dise maintenant tout ce qu'on va voir? Et il va s'emmerder. Ou bien qui préfère que je fasse des surprises? Les surprises, bah, d'accord. Donc la table des matières sert à rien. Mais quand vous faites des soutenances, vous avez intérêt à la mettre, hein, sinon vous faites des gobés. Hein, donc, voilà. Alors, d'abord alors, il existe en rhétorique quelque chose de très mal. Enfin, il y a deux choses très mal. Il y a ce qu'on appelle les arguments ad hominem, c'est-à-dire dans une discussion, on dit des choses sur la personne qu'on a en face de soi. C'est pas bien, c'est pas une bonne façon de discuter. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Alors, l'argument d'autorité, c'est quelqu'un qui arrive et qui vous regarde de haut et puis vous dit « je vous dis que ». Bon. Alors, je suis désolé, mais là, ça va être de l'argument d'autorité. Mais je ne vais pas mentir pour autant, hein, c'est du vrai. Alors, là, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans la vie, c'est la chimie, on est d'accord. Mais dans la chimie, il y a une branche qui s'appelle la gastronomie moléculaire et physique, et c'est de ça dont je parle. Ah oui, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, hein, on est d'accord. Hein, mais pas en général. En général, c'est ennuyeux, donc il faudra en particulier. Alors, vous dire simplement que ça a commencé formellement en 88, et aujourd'hui, il y a 34 pays qui ont des labos où il y a des groupes de gastronomie moléculaire. Donc il y a des copains partout, c'est super, parce que c'est des copains, et on se parle, et on a des idées, on échange, et des étudiants qui vont dans un groupe, puis dans un autre, enfin, c'est sympa. Évidemment, il faut que le monde entier soit couvert, hein, sinon Napoléon ne sera pas content. Ou Poutine. Alors, on n'a pas le droit de rigoler, c'est pareil, jamais.
Alors, dans ce qu'on a fait ces temps-ci, mais qui sont, c'est pas de l'autorité, c'est du vrai. Hein. Comme on avait des copains, on a sollicité 150 copains qui ont fait 150 chapitres d'un bouquin qui fait à peu près 1000 pages. Et on a fait un handbook. Dedans, il y a des chapitres capillarité, osmose, etc. Et puis il y a des recettes de cuisine à la fin. C'est sympa. Et alors, vous voyez, on s'est mis plein de gens ensemble pour éditer le livre. C'était plus sympa parce qu'il y en avait un qui lisait très bien l'anglais, l'autre qui lisait très bien la typo, le troisième qui était plus chimiste. Et ça, c'est super parce que qu'on a une bande de gens qui sont intéressés par faire quelque chose et pas seulement par gagner de l'argent ou diriger les autres, c'est quand même pas mal. Alors ça, ça pourrait être un manuel de l'ESCOM. C'est un livre que j'ai fait, qu'on faisait au labo. Au labo, avec les stagiaires, on a ce qu'on appelle les questions du jour ou les jogging. C'est-à-dire, je pose une question le matin, par exemple, quelle est la longueur qu'il faut à une fourchette pour pouvoir manger avec le diable ? Voilà. Alors, voilà la question qui est posée, et le jeu, c'est de faire de la physique et de la chimie pour essayer de répondre à la question à sa façon. Parce que un jour, c'est un étudiant de l'ESCOM qui avait résolu la question en pensant au diable. Vous savez, le diable qui soulève des colis. Super. Alors il a fait un petit calcul de moment de force. C'était pas du tout ça auquel je pensais. Moi, je pensais le vrai diable avec une grande fourchette. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est devenu un livre qui permet j'espère, de comprendre que le calcul, c'est super et que c'est facile. Voilà. Pour ça, il faut à peu près 20 lois, P égale mg, U égale RI, F égale gamma, on va dire delta G sur delta N, enfin une vingtaine de lois que vous savez tous, sans doute, ou vous apprendrez avant la fin de l'ESCOM. Et puis avec ça, on apprend à calculer. Souvent, on sait faire la chose, mais on ne sait pas comment le mettre en œuvre. Et ça, je trouve ça... Donc ce bouquin était pas mal. Bon, alors, une communauté. Alors oui, il y a un centre de gastronomie moléculaire. On a fait un journal scientifique. Alors ça, c'est vachement bien. En ce moment, c'est ce qui se développe. C'est des articles reviewés anonymement, modèle diamant, tout bien. Et c'est fait avec des copains, les mêmes. Voilà. Alors maintenant, on arrive dans le gras. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, alors... non, il y avait 2 images, il faut que je vous explique les images. Ah oui, on avait dit aussi, ils vous ont pas dit, mais si quelqu'un a une question, il m'interrompt maintenant. D'accord ? On n'attend pas la fin, parce que sinon tout le monde a oublié, on ne sait plus de quoi on parle. Enfin, donc vous dites, monsieur Tess, il faut arrêter, j'ai pas compris un truc, ou bien, non, vous avez dit une bêtise. Enfin, n'hésitez pas. Hein, oui. Voilà. Alors, donc là, il y a 2 images. S'il y a 2 images, c'est qu'elles ont un sens. Ah oui. Jamais de masque idiot de PowerPoint sur vos PowerPoint. Hein. Les masques imbéciles avec des bulles bleues, bulles vertes, machin. Non. Il faut que tout ait un sens. Tout doit être choisi. D'ailleurs, je vous invite à être plus intelligent que moi. J'ai mis très longtemps à comprendre que quand on a une évaluation, c'est pas une sanction. Moi, je suis bon élève. Je suis assez bon élève, on va dire. Et j'ai toujours le sentiment que le prof va me filer des mauvaises notes ou des bonnes notes, enfin qu'on va me sanctionner. Pas sanctionner un coup de fouet, mais sanctionner par une note. J'ai mis très très longtemps à comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Donc je vous donne ma recette maintenant. Je vous dis, un évaluateur, un bon évaluateur, parce qu'il y a des salauds aussi, hein. Mais donc un bon prof, un bon évaluateur. J'ai l'impression. Non mais c'est important. Un bon évaluateur, c'est quelqu'un qui est là pour vous poser des questions sur ce que vous avez fait, et vous êtes censé être capable de lui dire pourquoi vous avez fait la chose. C'est-à-dire que l'évaluateur, il s'assure que vous ne faites pas les choses au hasard. Alors vous voyez, par exemple, les 2 images, elles n'ont pas été choisies au hasard. C'est quoi ? C'est Bacchus, le dieu du bien manger et du bien boire, et Hermès, le dieu de la chimie, et des voleurs. Bon, alors cela dit, j'aime pas trop les dieux grecs, parce que les dieux grecs, c'est des paresseux qui sont sur l'Olympe, ils sont papaoutes en buvant du nectar avec l'ambroisie, enfin, c'est des feignants, alors que la mythologie alsacienne est bien mieux. L'idée de la mythologie alsacienne, c'est qu'il y a Wotan qui va sur les champs de bataille, qui prend les guerriers valeureux qui sont morts, il les met au Valhalla, et au Valhalla, ces guerriers vont combattre les géants, parce que les géants veulent submerger le monde. Et donc, il faut repousser les géants tout le temps. Hein, ça, c'est comme la poussière. La poussière, elle arrive tout le temps, il faut faire tout le temps le ménage. Ben, c'est pareil, le Valhalla et les géants. Bon, alors bref, voilà. Donc maintenant, on peut y aller. Alors, donc on part de la cuisine. Hein, le commencement, c'est la cuisine. Bon.
Bon. Alors ici, vous avez un très vieux procédé de cuisson qui s'appelle la cuisson en fosse, qui est encore faite dans certains pays, par exemple en Finlande. En gros, vous faites un trou, vous mettez une peau d'animal, vous mettez de la flotte dedans, vous faites un feu à côté, vous mettez des pierres chaudes, vous faites chauffer les pierres, vous les mettez dedans, et vous mettez de la bidoche, et ça vous fait un pot-au-feu. Donc le pot-au-feu est une des plus anciennes, avec le rôtissage, des plus anciennes techniques culinaires. Et c'est très important, parce que quand vous avez une pièce de rôti, vous pouvez peser, si vous avez une balance à la maison, vous achetez, mettons, 1 kg de rôti, d'une viande. Vous le rôtissez, vous allez peser 1 kg, ça se réduit à 750 grammes après cuisson. Vous avez perdu un quart. Donc aujourd'hui, on est gras, enfin surtout moi, mais, et d'autres, hein, je ne sais pas quoi. Mais on est gras et bien nourri, mais on est la première, moi je suis de la première génération qui n'a pas connu la famine. Et à l'époque, c'était super important de ne pas gâcher des nutriments. Donc le pot-au-feu, on ne les gâche pas parce qu'on les récupère dans l'eau. Alors que dans un rôtissage, crac, ça tombe dans le feu et c'est la cata. Donc le pot-au-feu a l'air de rien, mais ça, c'est ce qui a sauvé le monde en quelque sorte. Bon, alors voilà. Alors, ça, c'est... Donc voilà le rôtissage maintenant. Donc, alors, vous voyez, ils avaient été malins, parce que sous le poulet... Il n'est pas gras le poulet, hein, mais sous le poulet, il y avait une espèce de plat qu'on appelle une lèche frite, et une lèche frite récupérait les jus. Donc là, on ne les perdait pas. Donc c'est pas mal. Ça avait des avantages de faire ainsi. D'abord, on avait chaud, parce que je vous rappelle qu'il n'y avait pas de chauffage central, donc quand il fait moins 20, vous avez intérêt de près du feu. Et ensuite, comme ça met très longtemps à rôtir, vous pouvez draguer, vous avez le temps. Hein, donc ça, c'est pas mal. Cela dit, je reviens, ça n'a pas changé, en vrai, du point de vue de la transformation de l'aliment. C'est la même, hein. On le met dans une rôtissoire, mais c'est pareil, il n'y a rien de changé. Comment est-ce que c'est possible? Vous voyez, par exemple, le mot chlorophylle, la chlorophylle, ça n'existe pas. Bon. Il y a des chlorophylles qui sont des chlorophylles A, A', B, B'. Au début, qu'avant tout, et Pelletier, chimiste français, on dit il y a une matière verte dans les végétaux verts, c'est la chlorophylle. Puis on a très vite découvert que c'était des mélanges, donc il y a les chlorophylles. Donc on ne parlera pas de la chlorophylle, c'est périmé. On ne parlera pas de l'albumine. L'albumine, ce sont les protéines aujourd'hui. On ne parlera pas de la lécithine. La lécithine, c'est idiot. C'est des phospholipides. Enfin, il y a des lécithines, il y en a plein de sortes. Bref. Et donc, en chimie, quelque chose qui a 20 ans, c'est périmé. Donc si vous prenez une publique qui a 20 ans, vous oubliez. Enfin, vous pouvez la garder de façon historique, mais pas, vous ne pouvez pas faire une recherche avec ça. Là, en cuisine, ça a des milliers d'années et ça continue pareil. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il n'y a pas de progrès, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est attaché à notre poulet rôti, à notre pot-au-feu, à notre machin, alors qu'il y a plein de choses extraordinaires? Les ustensiles n'ont pas beaucoup changé. Les fouets, alors voilà, les fouets. Alors, ils ont mis une boule. Ça, c'est une ânerie, parce que comme c'est un lavable, donc les bactéries vont se mettre en plein milieu. C'est idiot, ce machin-là est idiot. Celui-là, je ne sais même pas ce qu'il faut en penser. Il n'a pas dû coûter cher. Celui-là est mieux. Mais enfin, comment je relève les micro-organismes ici? Je ne suis pas sûr de savoir faire. Hein. Est-ce que je le trempe dans l'eau de Javel? Ouais. Et puis, finalement, lequel est le plus efficace? Alors, rien ne vaut l'expérience. Alors, l'expérience. Sauf que je n'avais pas demandé un saladier, donc je vais me débrouiller. Alors, je mets de la flotte. Hein. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous demander des œufs, mais ça tombe bien parce que j'en ai pas besoin. Voilà. J'en ai pas besoin parce que j'ai besoin d'un blanc d'œuf, mais un blanc d'œuf fait 90% d'eau et 10% de protéines. Donc voilà mes protéines. De je ne sais pas quoi, c'est même pas marqué, vous voyez, c'est très grave. Donc voilà, j'ai un blanc d'œuf. Alors, je le fouette, je le fouette. D'abord, pourquoi ça s'appelle un fouet? Parce que c'est pas un fouet, ça. C'est un fouet, mais le fouet, c'est pas ça au début. Enfin bref. Alors, je vais fouetter pour essayer d'avoir le temps de réfléchir. Et en vrai, ça me donne le temps d'aller sur Wikipédia et d'apprendre que dans le temps, on fouettait avec une sorte de martinet, un vrai fouet. Donc quoi? Donc ça fait des bulles. Il me faut un témoin. Vous êtes honnête, vous? Vous pouvez leur dire qu'il y a des bulles?
Oui, il y a des bulles. Il y a des bulles, voilà. C'est des bulles d'air, sans doute, hein, on est d'accord. Elles sont transparentes. Vous les voyez? Ah, comment c'est? Vous voyez l'air entre vous et moi? Ah, comment est-ce que vous voyez les bulles d'air, alors? Bon, alors, je fouette. Hein. Donc, il y a de plus en plus de bulles d'air. Alors, on peut calculer facilement. Une branche de fouet, ça a 1 mm d'épaisseur. Ça va pousser des bulles d'air de 1 mm3, on va dire. Donc, s'il y a 10 cm, ça fait 100 bulles. Donc, ça fait 100 bulles de 1 mm3. Mais comme il y a 10 branches de fouet, ben, ça fait 1000. Voilà. Donc là, je fais très efficacement le nombre de bulles. Alors après, je pourrais corréler pour savoir si mon calcul est juste. Vous voyez les bulles? Vous voyez toujours les bulles? Oui. Ouais. Les bulles sont divisées en deux. À mesure que j'amène des bulles, je les coupe en deux aussi. Et alors, c'est quelle couleur maintenant? Blanc. Vous êtes sûr que c'est blanc? L'eau est transparente. Quand les protéines se dissolvent, ça fait un liquide incolore. Et l'air, c'est transparent. C'est merveilleux, non? Voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y a plus de grosses bulles. J'aurais dû le faire avant. Mais s'il y a de la lumière blanche, elle se réfléchit dans les bulles. Alors qu'on ne dise pas, c'est de la diffusion. C'est simplement de la réflexion de la lumière blanche sur les bulles. Donc une grosse bulle, on voit autant de... Si on regarde très bien... Non, on ne le voit plus maintenant, c'est trop petit. Mais si on voit très bien, on voit des reflets blancs. Donc quelle est la couleur d'un blanc en neige en lumière rouge? Rouge, donc c'est un rouge en neige. Ouais. Alors quelle est la couleur à l'intérieur d'un blanc en neige? Parce que si la lumière arrive et se réfléchit, elle ne rentre pas. Donc au bout d'un moment, ça devrait être noir, non? Ouais. D'où un commandement de la cuisine. Quand ça blanchit, c'est que c'est sans doute soit une mousse, soit une émulsion. Voilà. Alors, les livres de sciences des aliments nous disent « Ouais, les bulles, elles ont moins de 1 micron de diamètre. » Ah non, je les vois à l'œil nu. À l'œil nu, le minimum, c'est 0,2 mm à 20 cm de distance. Hein. Donc c'est pas vrai ce qu'ils racontent. C'est ahurissant. Dans nos livres de sciences et technologies des aliments, ils disent un paquet d'âneries. Et c'est pas bien. Parce qu'après, les enfants comme moi, ils lisent le bouquin, ils croient que c'est juste. Et non, c'est faux. Voilà. Alors bref. Alors, pourquoi j'étais parti là-dedans? Les fouets, oui. Alors, donc j'ai compris maintenant. Maintenant, j'ai compris. Quel est le fouet qu'il faut que je prenne? Bah, il faut que je mette le plus de bulles possible. Alors, celui-là, il a 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, 10. 1, 2, 3, il y en a 10 fois 2, 20. Celui-là, je ne sais pas comment le calculer. Et celui-là, 2, 4, 6, 8, enfin, il est bizarre aussi. Alors, lequel je prends? Ben, tous. Parce que, ben oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais, je suis empêtré avec mon saladier qui est trop petit, parce que là, c'est pas bon. La bulle, je sais pas, la bille, je sais pas ce qu'elle fait là-dedans, mais vraiment, c'est pas bon. Alors, donc, j'obtiens un blanc-neige. Alors, ça s'appelle une mousse, voilà. Et donc, ça tombe bien, parce qu'en physico-chimie, il y a un chapitre sur les mousses. Voilà. Alors, on parle de système colloïdaux, il y a un très bas sur le i. Colloïdaux, 4 syllabes, c'est plus que les 3 syllabes réglementaires à partir desquelles on ne comprend plus. Mais enfin, on a donc une mousse. Voilà. Alors, ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est que là, on va vous le confier. On va vous le confier. Vous savez cuisiner, bon, voilà. Alors, vous verrez côté. Cette fois-ci, là, on a mis de l'air dans l'eau. Hein, et les protéines sont venues entourer les bulles d'air. Quand je dis ça, j'ai très honte de moi-même, parce qu'elles sont venues entourer les bulles d'air. C'est vite dit, comment elles sont venues, ça vaut le coup d'aller regarder. Bon. Alors maintenant, vous, ce que vous allez faire, si vous voulez bien, hein, c'est vous lui ajouter de l'huile goutte à goutte. Hein. Ouais, goutte à goutte. Parce que quand on fait de mayonnaise, il faut ajouter de l'huile goutte à goutte. Alors on regarde. Hein. C'est quoi une goutte? Oh là là, il y a une mise en goutte. Alors, parce que en réalité, vous vous rendez pas compte, mais on est en train de faire quelque chose de très grave. Dans les livres de cuisine, écrits par des chefs 3 étoiles, vivants, il est écrit que la moindre goutte de blanc dans une mayonnaise, dans une émulsion, fait tourner la mayonnaise. Donc on va essayer de faire une mayonnaise rien qu'avec du blanc. Donc allez-y, vous fouettez, vous ajoutez le goutte à goutte. Hein. Non mais goutte à goutte, en fait, il ne faut pas qu'au début, on disperse l'eau dans l'huile, mais plutôt l'huile dans l'eau. Allez-y.
Et lui, il faut qu'il aille un peu plus fort, hein, parce qu'il y a l'énergie de surface, hein, vous vous rappelez, les gamma, etc., delta G sur delta, hein, ouais, ouais. Voilà, c'est pas mal, pas trop vite quand même, hein, parce que sinon il va avoir du mal. Il faut que, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le fouet coupe l'huile en deux, et en deux, et en deux, et en deux. Vous voyez, si vous avez 1 cm au début, un demi, un quart, un huitième, et avec 20 fois, ça fait 1 millionième. Donc, il faudra un microscope pour le regarder. Alors, j'ai prononcé le mot émulsion, plus que 3 syllabes, je suis désolé. C'est Ambroise Paré, chirurgien du roi de France, qui l'a introduit en 1560 pour désigner les produits qui étaient blancs comme la crème et le lait. Et ça vient de émulgérer, qui veut dire traire. C'est qu'on traire les vaches pour avoir du lait. Le lait est une émulsion parce qu'il y a du gras dans l'eau. Hein. Donc là, on met du gras dans l'eau. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, allez-y, oui. On va faire des tâches d'abord. Non, mais c'est pas les critiques, c'est simplement qu'après, l'administration m'en voudra. Vous avez saboté le. Il y a des serviettes là si jamais vous voulez. Non, c'est bon. Non, c'est pour vos tâches. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on voit, c'est que la mousse est en train de disparaître et qu'on voit une consistance plus crémeuse qui apparaît. Ça reste blanc, mais c'est normal. Il y a des bouteilles d'huile, la lumière blanche se réfléchit sur les bouteilles d'huile, sur les bulles d'air. C'est pas de la diffusion, ça n'est pas de la diffusion. Hein. C'est simplement de la réflexion, donc c'est tout simple. Donc un enfant comprend, quand il fait des bulles dans son bain, il y a la réflexion, et voilà. Et donc ça va très bien. Vous pouvez goûter, s'il vous plaît. Vous trempez de quoi? Mais oui, on le sait le goût que ça a. L'eau, elle n'a pas de goût, l'huile, elle n'a pas de goût, sauf s'il est un peu rance, peut-être non, c'est pas rance. Et les protéines n'ont pas de goût. Allez, fouettez. Ah, ils sont feignants. Hein, voilà. Donc on est lancé dans. Alors, vous voyez, je reviens à mon fouet, ici. Maintenant, je sais choisir un fouet. Simplement, quand je choisis un fouet, vous voyez, je n'ai fait qu'améliorer localement le travail que je faisais. Est-ce que c'est la vraie solution? Parce que la solution, c'est de mettre des bulles d'air ou des gouttelettes d'huile dans l'eau. Pourquoi est-ce que je ne prends pas une pompe avec un petit... Et à ce moment-là, j'appuie sur le bouton, et puis ça bulle, ça missionne. Vous voyez, donc il y a beaucoup de progrès à faire par rapport à tout ça. On est resté vraiment au Moyen-Âge, d'autant plus que j'ai perdu le pointeur. Ah voilà. Alors ensuite, parce qu'on est qu'au tout début, il y a 350 diapos. Ah oui, alors la règle c'est une diapo par minute, hein, on est d'accord. Hein. Pas plus, hein. J'ai encore râlé hier avec des étudiants en soutenance parce qu'ils devaient faire 10 minutes, ils en ont fait 13 parce qu'ils ont mis 20 diapos, donc ils étaient pressés, donc on ne comprenait rien, donc c'était nul, j'ai mis 0. On a commandé 10 minutes, on n'a pas commandé 13 minutes, hein. Non, j'ai pas mis 0, c'est pas moi qui notais. Alors oui, est-ce que la cuisine a avancé? Alors, le premier livre de cuisine en français, c'est celui-là, écrit en français, publié. Guillaume Tirel, c'était le chef des Rois de France. Et vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé. Un poisson, un bar, cuit dans de l'eau avec du sel et une sauce verte. La sauce verte, elle existe encore aujourd'hui. Hein. Ouais. La sauce verte, donc, il prend du pain, du persil, il broie, il met du verjus, du vinaigre. Ça n'a pas bougé, on a les mêmes recettes. On mange comme des gens de Néandertal, quoi. C'est incroyable. Alors, la vinaigrette, en revanche. Alors, la vinaigrette, c'est pas du tout la vinaigrette qu'on croit. Nous, on croit que c'est vinaigre, moutarde, sel, huile, poivre. On invente des trucs, mais c'est pas du tout ça, vous voyez. On prend du porc, la viande de porc. On la rôtit, on la découpe, on met du lard, on met du pain et on chauffe très longtemps pour que ça fasse une sorte de pâte. Battez bien, hein. Non, parce qu'en réalité, là, il y a un point à bien comprendre. Sans ajouter plus d'huile, si on fait plus, on va diviser plus les gouttelettes d'huile en deux et en deux. Bon. Alors, là c'est un petit calcul rigolo. Je ne vous donnerai pas la solution. Mais c'est un fait. Vous faites une mayonnaise, une vraie mayonnaise. Hein. Pas de moutarde dans la mayonnaise, hein, sinon c'est une vraie boulade. Hein. Ça ne valide rien, c'est ça. Vous faites une mayonnaise à la fourchette, qui prend à peu près 47 secondes. Enfin, j'ai mesuré 47 secondes. Donc on ne me fasse pas croire que la cuisine c'est long. Et vous avez une mayonnaise qui n'est pas très épaisse. Maintenant, Carême, qui était un très grand cuisinier français de la Révolution, dit c'est du frottement répété de la cuillère en bois contre le bord de la terrine que dépendent la blancheur et la fermeté de la mayonnaise. Alors à l'époque, faire une mayonnaise, ça prenait 45 minutes. Alors qu'à la fourchette, j'en mets 47. Alors, je me suis amusé à mettre un mixeur plongeant. Et immédiatement, ça devient dur et blanc.
au microscope, on voit que les gouttelettes ont été divisées. Et donc, plus il y a de petites gouttelettes dans l'eau, plus c'est consistant. Mais c'est pas normal, ça. Parce que si vous vous rappelez votre cours de comment on dit le packing, l'empilement. Quand vous avez un empilement, prenez un carré comme ça. Vous mettez des sphères, enfin des disques tous de la même taille. On va faire en 2 dimensions pour simplifier. Donc vous prenez un carré, vous pouvez avoir un disque. Donc, vous le divisez en 4 petits disques. Vous avez la même taille de carré avec les 4 petits disques. À la surface constante, ça tient bien. Vous divisez en 2 et en 2 et en 2, vous aurez toujours la même proportion d'eau et d'huile. Donc tant qu'on ne change pas la proportion d'eau et d'huile, on peut augmenter le nombre de gouttelettes, mais on n'augmente pas la consistance selon la loi d'Einstein qui est, je vous le rappelle, état égale état 0, facteur de 2,5 plus... 1 plus 2,5 fois phi... Non, il y a une loi d'Einstein qui permet de calculer la viscosité, qui montre que c'est pas normal. Si on n'a pas augmenté de l'huile, on ne devrait pas augmenter l'épaisseur, la viscosité. Et pourtant, ça va épaissir. Pourquoi est-ce que ça va épaissir? Voilà mon cadeau du jour, je ne vous réponds pas. Alors, les livres de cuisine sont plein d'âneries. Alors, par exemple, celui-là, compote de poire en bas à gauche, il dit, par exemple, si vous voulez que les poires restent blanches, vous mettez de la vitamine C. Du jus de citron, ça veut dire vitamine C, ça veut dire acide ascorbique. Mais il écrit, si vous les voulez rouges, vous mettez dans une casserole en cuivre étalé. Vous verrez, ça ne change pas de couleur. Donc c'est une ânerie. Donc ça veut dire que, pourquoi est-ce que ces gens ont écrit des livres, ils écrivent des choses fausses? Quand on écrit un livre, moi j'ai le sentiment qu'on veut aider les autres, pas les... Il y a quelque chose de bizarre. Hein. Alors les phénomènes, il y en a plein en cuisine. Vous rappelez, la science explore les phénomènes. Je le redis, la science explore les mécanismes des phénomènes. Donc pour ça, il nous faut des phénomènes. Alors par exemple, ça, j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est le steak de mes enfants qui grillait le samedi après l'école. Et vous voyez, il y a des petits espaces, des petites fentes. Ça, c'est intéressant. Parce que comme la viande se contracte, le jus sort. Le jus sort. Si on a mis du sel, le jus devient salé. Et comme il y a des petits espaces, capillarité, c'est aspiré, la viande est salée à quelle heure? Donc ça a l'air de rien, mais... Alors maintenant, il faut le calculer et le mesurer. Alors les soufflets, oui, alors les soufflets, c'est comme ça que j'ai commencé en 1980. C'est le 16 mars 1980 à l'ESPCI. On était censé travailler, mais moi je faisais la cuisine. Et j'ai fait des soufflets, je continue à faire des soufflets. Comment faire des soufflets bien gonflés? Alors, là alors j'allais dire une expression imbécile, je vous partage cette information. Non, on peut pas vous partager. Je peux partager avec vous quelque chose, mais je ne peux pas vous partager. Sinon on parle comme un cochon. J'ai mis longtemps à comprendre, dans le temps, je disais, il y a des phénomènes, par exemple le soufflet qui gonfle, on peut l'étudier du point de vue physique, chimique ou biologique, par exemple, ou historique, là. Et je mettais ça en dessous. Et puis je me suis rendu compte que c'est pas vrai. En gros, s'il y a un phénomène, il y a un premier changement microscopique, ça c'est la physique qui en parle, mais ensuite, pour expliquer la physique, il faut la chimie. Donc finalement, la chimie explique tout, et la physique, voilà. Donc c'est un peu. Donc là j'ai pris l'exemple d'un bouillon de carottes. On fait un bouillon de carottes. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des composés qui diffusent dans le tissu végétal. Ensuite on regarde la paroi. Donc on va méthodiquement d'échelle en échelle. Hein. On a la paroi. Alors pourquoi les carottes sont dures? Ben, parce que vous avez des cellules. Hein. Les cellules c'est des petits sacs pleins de flotte. Ils sont cimentés par la paroi. Et la paroi c'est des piliers de cellulose. Alors la cellulose hein, c'est indestructible. À la machine à laver à 100 degrés, bouillie 1000 fois, vous gardez votre chemise. Hein, donc la cellulose, c'est extra. C'est extra parce que c'est indestructible. Pourquoi est-ce que la cellulose, qui est faite de résidus de déglucose enchaînés, est indestructible, alors que l'amidon, qui est dans les pommes de terre, dans le riz, etc., lui, plotch, il se défait tout seul. Voilà une belle question. Alors que c'est quand même du déglucose aussi, le monomère. Alors là, il y a quelque chose à comprendre. Alors bref, donc quand vous avez vos carottes, il se trouve que les piliers de cellulose qui tiennent les cellules, ils sont enroulés par des câbles, c'est des molécules de pectine, qui sont des... Alors eux, c'est plutôt des polymères de l'acide galacturonique, peu importe, mais eux, ils sont sensibles à l'hydrolyse, et donc quand on chauffe, la pectine se défait, et crac, les cellules peuvent se séparer. Dans une purée, quand vous faites une purée ou une compote, vous appuyez à la fourchette, ce que vous voulez, et bien les cellules, elles sont entières. Et c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'on va tout défaire. Alors non, elles sont entières.
Et si vous ne le faisiez pas entière, par exemple au mixeur, une purée au mixeur, à ce moment-là, vous libérez l'amidon, et c'est la cata, on dit que les purées cordent. Voilà. Donc il nous faut de la chimie, voilà, ça c'est bien clair. Il nous faut de la chimie, voilà. Alors, je reviens maintenant à la science. Donc la science explore les mécanismes des phénomènes. Bon. On peut être croyant, on peut être athée, on peut être ce qu'on veut, on a le droit de faire de la science quand même. Par exemple ici, c'est un homme de la Renaissance qui allait explorer le monde. À l'époque, on disait, Dieu a donné 2 livres, la Bible et le monde. Donc on était scientifique, on lisait le langage de Dieu. Si vous êtes athée, il faudra trouver une autre explication pour justifier votre activité. Il y en a plein d'explications, je peux vous en trouver 1000. Hein. Alors, simplement, moi je regrette qu'on n'ait pas donné ça à ma première année de physique ou de chimie ou d'école d'ingénieur. Les pères fondateurs de la science, Galilée, nous a dit, on tient sur 2 pieds. Le premier, c'est l'expérience. Et l'expérience, c'est mieux. Le pape, il peut dire tout ce qu'on veut. L'eau est devenue violette quand j'ai mis l'hiver en mer. Point. C'est un fait expérimental. Le pape, le grand rabbin, je sais pas qui, enfin, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est un fait expérimental contre lequel ils ne pourront pas lutter. Bon. Alors, donc Galilée, à l'époque, il est allé en tôle, oui, il est allé en tôle pour ça. Hein. Il a failli aller au bûcher, donc c'était courageux. Nous, on dit des trucs comme ça devant la caméra, tout le monde s'en fout, mais enfin, j'espère. On va me décapiter, mais bon. Bon, alors, l'expérience. Mais 2, le même Lavoisier dit, le monde est écrit en langage mathématique. Alors, ça, il n'y a pas de science s'il n'y a pas de maths. Enfin, de maths, pas des maths, du calcul. Et ça tombe bien, parce que le calcul, c'est super amusant, c'est super facile. Non, mais si, je vous assure, grâce à mon livre, enfin, je ne le vends pas aujourd'hui, mais je vous assure que c'est très très amusant et très facile. C'est ça qui est formidable. En biologie, ils ont des termes. Alors, ils ont les transposons, les introns, les exons, les machinons, les trucs. Il y a plein de mots partout, ça fait des dictionnaires qui n'en finissent plus. En chimie, on a de la chance, parce que quand on dit 1 octène 3 ol, crac, on dessine la formule. La formule est dans le mot. En maths, c'est encore plus simple, parce que il s'agit de calculer. Donc c'est tout simple. Voilà. Alors Bacon, qui a également créé la science, a dit il faut tout mesurer. Donc maintenant, voilà la méthode des sciences, pour ceux que ça intéresse. Hein. D'ailleurs, pour les autres aussi, en quelque sorte, parce que si vous êtes ingénieur, vous ne ferez pas de science, vous ferez peut-être plus utile pour le pays où vous êtes, vous ferez de la technologie, et ça, il est bon de voir bien la différence et de bien la comprendre, parce que si vous voulez faire la bonne technologie, il faudra peut-être collaborer avec des bons scientifiques. Alors, la méthode des sciences de nature, c'est on regarde un phénomène, par exemple la montagne. Pourquoi est-ce qu'il y a une montagne? Je n'ai pas vu de montagne à Compiègne. Donc, pourquoi est-ce que là-bas, il y a une montagne? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Bacon, on mesure tout. On a plein de nombres, c'est imbouffable. Hein, les nombres, on ne jette pas des tableaux de nombres à la figure de ses professeurs ou de ses auditeurs. Donc, on les réunit en équations. Ça s'appelle des lois. Enfin, certains appellent ça des lois, numéro 3. Avec des tas d'équations, on fait une théorie. Une théorie, ça veut dire un groupe d'équations. On introduit des concepts, la température, le potentiel chimique, les machins. Et avec ça, on ne va pas démontrer que c'est juste, parce qu'une théorie, c'est toujours faux. Je répète, une théorie scientifique, c'est toujours faux. Donc ce que vous apprenez, c'est faux. Et nous ne sommes pas là, quand on est scientifique, pour démontrer que quelque chose qui est faux est juste. Ça ne serait pas bien. On est là plutôt pour dire, tiens, on me dit quelque chose, et c'est faux, comment? Alors vous voyez, on a avec l'émulsion un exemple. Quand j'ai commencé les premières manips, en 80, il était écrit dans les bouquins, pour faire une émulsion, il faut toujours un fouet en fer et une bassine en cuivre, parce que ça fait effet pile. Là, on a une émulsion, il n'y a pas d'effet pile, hein, le verre. Donc vous voyez, c'était faux. Ensuite, on nous a dit oui, mais alors, il nous faut des phospholipides. Là, il n'y a pas de phospholipides, il y a des protéines. Alors ensuite, on nous a dit, oui, mais... enfin, des tas de trucs, quoi. Alors aujourd'hui, les notions modernes, ça s'appelle les émulsions de Ramsden. Parfois, vous entendrez parler de Pickering, émulsion de Pickering. N'utilisez pas le mot Pickering, parce que Ramsden était 1 an avant Pickering, et c'est lui qui a fait la découverte. Donc on va parler d'émulsion de Ramsden, pas de Pickering. Hein. Et Pickering, il dit, oui, mais il pourrait y avoir des particules autour des gouttelettes, ou autour des bulles d'air. Pas seulement des molécules. Hein.
avec les protéines, on était déjà... Une protéine, en gros, il y en a plusieurs sortes, mais il y en a celles qui sont globulaires. Celles qui sont globulaires, elles sont repliées sur elles-mêmes. La partie est là, au milieu, elle est hydrophobe. Ben, on m'a fouetté, je vous déroule. J'ai de l'huile ou une bulle d'air, cette partie hydrophobe, une bulle d'air, c'est hydrophobe. Crac, je suis autour de la gouttelette d'huile. Ce modèle est faux, bien évidemment, hein, puisque tout est faux, toute la science est fausse. Voilà. Enfin, faux. Insuffisant. Donc notre rôle, c'est d'aller améliorer. Donc on fait des expériences en essayant de réfuter. Donc aujourd'hui, par exemple, les physiciens des particules, avec le modèle standard, ils sont très ennuyés, parce que ça fait 30 ans qu'on se balade avec le modèle standard de théorie des particules, et on sait qu'il n'est pas suffisant, et on n'arrive pas à le dépasser. Alors c'est grave. Bon. Alors voilà quand j'avais 20 ans. Ouais, ça. À droite, c'est Nicolas Curti, qui avait 50 ans de plus que moi. Il était sympa. C'est l'homme qui a découvert la désaimantation adiabatique nucléaire. C'était un gars super. Il était hongrois, juif hongrois, venu en France, puis en Angleterre. Enfin, voilà. Alors voilà, pour bien situer, dans le monde que vous allez rencontrer, il y a des techniciens. Le technicien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Vous voyez, là, en battant, on a fait un geste technique. Technique, ça veut dire faire. Et puis, quelqu'un qui améliore la technique, c'est un technologue. Hein, techné, logos, j'étudie quoi, la technique, pourquoi, pour bien faire. Et puis il y a les scientifiques qui sont des gens différents et qui produisent différemment. Alors la gastronomie moléculaire, pour en arriver là, elle est donc sur le carré qui est au milieu là. C'est une partie des sciences des aliments, mais en vrai je m'en fiche des aliments parce que c'est les mêmes mécanismes pour faire des cosmétiques, pour faire des peintures, pour faire des vernis, pour faire. Donc c'est toujours le même émulsion, mousse, système colloïdaux, etc. Et donc ça relève de la physico-chimie. Et puis les applications, c'est pharmacie, cuisine, cosmétique, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que la gastronomie moléculaire. Alors des résultats. Alors, tiens, les soufflets. C'est quoi cette histoire? Voilà, les soufflets. Voilà peut-être le premier travail. Moi, quand j'ai commencé, donc, il était écrit dans le Larousse gastronomique, les soufflets gonflent parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur. Bon. Alors, un imbécile qui sait calculer comme moi, qu'est-ce qu'il dit? PV égale NRT, loi des gaz parfaits. Quand vous calculez PV égale NRT, vous voyez que l'expansion, c'est 30%. Or, un soufflet, c'est 200%. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, méfiez-vous des explications avec les mains, comme ça. Rien ne vaut que par le calcul qui permet de dire si l'explication avec les mains est bonne. Pas d'intuition, on n'a pas d'intuition, on calcule. Alors, donc j'ai calculé que c'était faux. Donc j'ai écrit à tous les chefs français en disant « Votre truc, c'est faux ». Alors, ils n'étaient pas contents. Alors, je me suis mis à mesurer la température et la pression dans les soufflets. Alors, j'ai passé... Mes enfants qui étaient petits ont mangé 300 soufflets au fromage à raison de 1 par jour. C'est pas une blague, hein. Et ils aiment beaucoup les soufflets au fromage. Donc la pression augmente, la température augmente d'une certaine façon. Et en fait, tout ça ne servait à peu près à rien, sauf qu'un jour, dans un four où la porte était transparente, j'ai vu des bulles qui venaient du fond du soufflet. C'est évident. Je me suis dit, l'eau s'évapore. 1 gramme fait 1,5 litre de vapeur. Donc, j'ai pris un petit soufflet de 100 grammes. 100 grammes, c'est ça. Hein. Et je l'ai mis dans un four, je l'ai pesé avant, après, il perd 10 grammes. Il perd 10 grammes de quoi? D'eau. Donc un soufflet de 100 grammes perd 10 grammes d'eau. Ça veut dire 15 litres de vapeur. Donc si on s'y prend bien, avec 100 grammes de soufflet, on fait 15 litres. Alors le maximum qu'on a réussi à faire, c'est pas 15 litres, c'est 4 litres. Parce qu'il y a des bulles qui s'échappent quand même. Mais ça a des tas de conséquences. Ça veut dire, d'abord, il faut chauffer par le fond. Parce que si vous chauffez par le dessus, ça n'est pas de la vapeur qui descend, c'est de la vapeur qui monte. Ensuite, il faut que les blancs soient bien fermes en neige. Parce que comme ça, la vapeur a du mal à traverser, donc ça bouge mieux les couches. Et ensuite, vous faites une croûte par-dessus, et comme ça, la vapeur est retenue. Et voilà comment on fait. Alors, on peut même mieux faire. Devant des chefs, on a fait gonfler les soufflets sans battre les blancs en neige. Parce que c'est pas l'air des bulles qui fait gonfler, c'est la vapeur, c'est l'eau qui s'évapore. Donc les gens battent des blancs en neige pour rien quand ils font des soufflets. Et dans un de mes séminaires, on a fait le soufflet, il y avait le four, les chefs étaient là, je me souviens, j'étais à cette place-là, il y avait un chef derrière moi, il disait « Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. » Je ne sais pas s'il le dit encore, mais en tout cas, alors vous voyez l'intérêt. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est quand même, je vous rappelle, au XXIe siècle, on voit des sondes sur Mars, et on en est là.
Donc en réalité, moi j'ai pris un travail de paresseux, c'est-à-dire que j'étudie des choses ultra simples, je calcule parce que ça m'amuse, mais ça sert à rien. Enfin si, ça sert. Et donc on me fait progresser facilement. Mais je suis presque sûr que dans les cosmétiques c'est pareil. Ou les peintures, ou les vernis, ça me pareil. Bon, un bouillon de carottes. Alors bouillon de carottes, c'était une thèse au labo, on a fait des bouillons de carottes. Je voulais savoir un truc simple, qu'est-ce qui sort d'une carotte quand on fait un bouillon et comment ça sort? Bon. Alors, pour savoir ce qui sort, c'est pas dur, on fait des bouillons de carottes, on a des trucs à reflux, on fait de la RMN par-dessus, et puis on a des spectres. Voilà, au début, on prenait, il fallait double lyophilisation, enfin bref, ça mettait 5 jours, mais voilà. Et puis on avait des spectres. Donc un bouillon de carotte, voilà un spectre de bouillon de carotte. Quantitatif, hein. À l'époque on me disait c'est pas possible de faire un spectre de bouillon de carotte parce que c'est trop compliqué le bouillon de carotte. Bah non, c'est pas si compliqué que ça. Il y a 3 régions en gros. Il y a des sucres, il y a des acides aminés, il y a des composés phénoliques. Donc c'est vite fait. Et puis si on regarde bien au détail, ben, on voit les acides aminés. On voit glucose, sucrose, on voit, c'est pas des sucres, des acides aminés. Ça là c'est les sucres, il est après. Voilà. Tréonine, alanine, etc. Bon. Donc un bouillon de carotte, c'est des sucres, des acides aminés. Point. Et c'est quantitatif, parce que si on sait intégrer les signaux, à ce moment-là, on a la valeur quantitative. Bon. On a aujourd'hui du 2%. Alors, je sais qu'il y a certaines écoles de chimie où on dit aux étudiants, quand vous avez plus que 2% dans un dosage, ça vaut rien. Je vous assure, au début, nous, on avait 20% et on était contents. Donc 2%, c'est 2% tout compris, c'est-à-dire en partant de la carotte jusqu'à la fin du résultat. Je peux vous assurer que quand on compose les incertitudes, ça va vite à augmenter. Donc moi, j'ai pas honte d'avoir des grosses incertitudes. Je vais m'améliorer après, mais au début, j'ai pas honte. Voilà. Alors, ici, par exemple, c'est la variation du glucose, fructose et saccharose, enfin, non, du déglucose, du défructose et du saccharose au cours du temps dans un bouillon. Alors, les deux courbes du bas, là, qui sont confondues, c'est le glucose et fructose, et puis celle qui monte et qui descend, c'est le saccharose. Donc, il y a du saccharose qui sort, et après, il disparaît. Où est-ce qu'il va? Alors, je ne peux pas dire quelques hypothèses. Soit il s'évapore, pas possible. Soit il subit une réaction de déshydratation des exoses, c'est pas possible, c'est pas une exose. Soit il s'hydrolyse, et il s'hydrolyse en glucose et en fructose, c'est la bonne solution. Voilà. Alors, la théorie qu'on avait à l'époque, c'était de dire, oui, mais comment ça sort de la carotte? Alors, dans la carotte, il y a des tuyaux qui montent la sève. Alors, la sève, c'est de l'eau et des ions minéraux. Ça va dans les feuilles, il y a du CO2, il y a de la lumière, ça fait des sucres et des acides aminés, synthèse organique, et c'est redescendu dans d'autres vaisseaux et stocké dans la carotte. Donc je m'étais dit, si on coupe la carotte, ça veut dire qu'on coupe les vaisseaux, donc les sucres et les acides aminés sont libérés. Voilà une théorie. Qu'est-ce qu'elle vaut? Rien, parce qu'elle n'est pas calculée. Donc alors, d'abord, comme on était paresseux, on s'est dit, on va essayer de le voir. Alors ça, c'est vraiment travail de feignant, ça, c'est le chimiste paresseux, ça. Donc on a mis la carotte dans du bleu de méthylène. En haut, vous voyez, de face et de profil, un des canaux, et en bas, avec le bleu méthylène, c'est bleu. Donc si c'est rentré par diffusion, ça sort par diffusion. Attention au mot diffusion, c'est un mot pourri, parce que souvent les gens pensent à une diffusion efficace qui recouvre de la capillarité, de l'osmose, des tas de trucs. Donc les coefficients de diffusion, quand on écrit coefficient de diffusion, on fait attention. Bon, alors voilà un modèle différentiel, super. Alors, il marche très bien. C'est pas dur du tout, parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Maple. On rentre les équations dans Maple, on fait solve, et cling, ça y est. Bon, alors c'est vachement bien. Donc là, on avait modélisé ce truc-là. Mais de toute façon, la théorie était fausse, parce que regardez, autour du canal, il y a du bleu. Ce qui prouve qu'il n'y a pas que le canal. Donc, c'était pas vrai notre théorie, donc c'était bien. Alors, les cinétiques d'extraction. Ah oui, ça c'était un truc rigolo. Ça c'est le genre d'expérience que j'aime bien. Un jour, j'étais dans le labo. Les doctorants au labo, ils ont une obligation avec moi, ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux voir les manips. Je veux pas contrôler les manips, je veux les voir parce que ces gens me volent mes manips, en vrai. C'est moi qui devrais la faire. Donc s'ils la font à ma place, je veux la voir. Je veux devenir plus intelligent en la voyant. Et donc on avait 2 bouillons de carottes. C'était une carotte coupée en 2 dans le centre de la longueur, mis dans de l'eau millicule, chauffée à ébullition, le même temps, la même quantité d'eau, la même masse de carotte. Alors finalement, là il y a des tas de fautes. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas de collier de serrage sur les tuyaux en plastique. C'est pas bien. Il n'y a pas assez de clips, il en manque un sur le récipient de droite.
il n'y a pas de garde en haut. Les gardes, c'est un truc qui est recourbé, où on met du coton pour éviter que les mouches tombent, parce que quand ça dure 3 semaines, les mouches, elles peuvent tomber. Et à ce moment-là, on n'ose pas exactement la même chose. Hein. Donc il y a plein de fautes. Vous voyez en quoi la manip était miraculeusement pas pourrie. Et au contraire, elle a été intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y en avait un marron et l'autre? Alors, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'à gauche, c'était bien exposé à la lumière, et à droite, le bouillon, il était enfoncé dans le chauffe-ballon. On n'avait pas assez de chauffe-ballon, donc on avait mis un chauffe-ballon et un réacteur, et puis un bain d'huile. Alors, je me suis dit, c'est peut-être la lumière. Donc, on a refait les manips, soit avec des spots, soit avec du papier d'aluminium, et à ce moment-là, on a des courbes de couleurs qui vont très différemment. Et on a, maintenant, si vous voulez faire un bouillon marron, vous mettez de la lumière. Si vous voulez l'avoir orange, vous ne mettez pas de lumière. Alors, on pourrait se dire, ça ne sert à rien des trucs comme ça. Eh bien, en vrai, ça sert à toute la cuisine du monde, parce que les cuisiniers professionnels, quand ils veulent un bouillon, ils veulent que ça soit de couleur ambrée, comme ils disent, c'est-à-dire marron. Et donc, ils mettent des oignons roussis. Mais c'est très ennuyeux, parce que l'oignon roussi donne du goût de roussi. Alors que là, on n'a pas de goût de roussi, on a juste la couleur. Vous voyez, il y a une interaction immédiate entre la recherche scientifique et l'application technique. Hein, voilà. Alors après, on fait les équations, bien évidemment. Hein. Pourquoi est-ce que ça devient marron, pas marron? Ça, c'est merveilleux. Alors les mécanismes, voilà. Alors après, le bouillon de carotte, on a eu une thèse sur la sauce tomate. C'est une thèse cifre, hein, c'était un industriel qui payait très cher un doctorant. Hein. Alors il voulait savoir si le goût des oignons, pourquoi ça disparaît quand on stockait les oignons dans la sauce tomate. Bon. Alors j'ai fait un autre modèle, le voilà, les équations différentielles sont plus compliquées, c'est amusant, et puis on a encore calculé, on a trouvé des choses, donc ça c'est bien, voilà. Les mécanismes, toujours les mécanismes. Plus récemment, il y a un programme pour réduire le sel, parce que les Français bouffent trop de sel, enfin le monde entier bouffe trop de sel. Donc comment est-ce que vient le sel dans les aliments? Alors là, ce qu'on a fait, c'est on a pris des carottes, on les a cuites, ensuite on les a coupées, et ensuite on a dosé le sodium dans les différentes carottes. Alors, voilà le résultat. En bas, dans la carotte, il y a 3 parties. Il y a le cœur, il y a une partie autour, et il y a une partie corticale. Hein. Donc il y a les 3 parties avec différentes couleurs, et puis en haut, c'est la même chose, mais en bas, c'est cuit dans l'eau pure, et en haut, c'est cuit dans l'eau salée. Bon. Donc ce qu'on voit en gros, et la carotte, elle est couchée comme ça. Hein. Ce qu'on voit en gros, c'est que la courbe du bas, elle a l'air un peu comme ça, donc ça veut dire les ions sodium partent par les côtés. Hein. Alors qu'en haut, on se dit, les ions sodium rentrent par les bords, puisqu'il y en a plus au bord qu'au milieu. Ouais, mais les calculs ont montré qu'en réalité, ça rentre par les bords, et ça rentre aussi par les flancs. Et ça, on ne le savait pas avec les manips de bouillon de carotte. Donc on a un peu progressé, donc la vie est belle. Mais ce que je viens de vous dire est faux, donc il va falloir l'améliorer. Hein. Voilà. Alors, ce qui est plus intéressant et peut-être qui justifie ma visite aujourd'hui. Alors voilà. Voilà ce que je propose qu'on enseigne à l'ESCOM, au cours de physiologie. Enfin, le cours sera fait, ça, vous avez pu en parler. Après, il n'y a plus des télé. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aliment? Alors, on regarde un aliment. Moi, ce que je vois, c'est qu'un aliment, macroscopiquement, c'est une boule blanche, une boule jaune. Non, une couche jaune, une boule blanche, une boule jaune, et une couche verte et une couche jaune. Bon, on peut filer assez sur l'autre. Bon. Alors, mais on se souvient qu'il vaut mieux aller, pour comprendre, il vaut mieux aller un peu plus bas pour regarder. Je suis désolé, je tourne le dos à tout le monde. Je mets là, ça va. Alors, donc on va y regarder. Donc on va regarder, donc macroscopique, ça on sait. Maintenant, microscopique. Microscopique, chaque partie, elle a une constitution microscopique. Là, je vous ai mis une émulsion, ça c'est une mayonnaise, en début de constitution. Les formes, c'est des gouttelettes d'huile, hein, c'est ce qu'on a là. Si je regarde chaque partie de mon émulsion avec un très très gros microscope, je regarde au niveau nanoscopique. Alors là, par exemple, il y a des micelles de caséine, des nanoparticules naturelles, donc il n'y a pas que des nanoparticules qui nous empoisonnent. Hein. Et puis, si je regarde aux molécules, alors vous allez me dire, on ne voit pas de molécules, mais si, on les voit par leur effet. Ça, c'est une manip très ancienne. Il est écrit dans les livres de cuisine, ne faites jamais des confitures dans des bassines en cuivre étamé, donc avec de l'étain. Donc je m'étais amusé exprès à cuire, et il ne se passe rien, la confiture était très bonne. Mais à la réflexion, quand on est chimiste, on dit, mais le métal, il n'est pas réactif. Enfin, si, il est réactif parce qu'il y a des catalyses, mais on va dire qu'il n'est pas réactif. En revanche, les sels sont réactifs. Donc, à gauche, c'est des framboises, congelées, pas chères, c'est pour les manips. Hein. Et à droite, c'est les mêmes, où on a mis des sels d'étain 2, et immédiatement, ça devient violet.
Alors, on voit, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une ontociane, on voit les cycles, un C6, un C3, un C6 avec une patte, et puis quelques groupes OH qui traînent, mais on voit bien l'ion métallique qui est doublement chargé, qui va aller se lier aux électrons pi d'un des groupes, sans doute le premier groupe C6, je ne sais jamais si c'est le 1 ou le 3, peu importe. Et alors, quand vous changez les sels métalliques avec du cuivre, ça devient plus frais, d'une couleur plus fraîche. Quand vous mettez de l'argent, ça blanchit. Quand vous mettez, etc., etc. Donc il y a des interactions supramoléculaires extraordinaires qu'on peut regarder par la cuisine. Et ça, c'est bien. Alors là, il n'y a pas eu de découverte, parce que les gens qui sont spécialistes des ontocianes, ils savaient qu'avec des ions métalliques, on fait des complications. Alors j'oublie maintenant, je reprends un peu de hauteur et je dis, voilà, on va jouer à calculer, mais pas avec de l'algèbre ou avec un certain nombre d'objets, donc G pour gaz, W, eau, huile, solide. Un enfant comprend. Ils peuvent avoir des dimensions. Par exemple, un spaghetti, c'est dimension 1. Merci beaucoup. Une feuille, c'est dimension 2. Un bloc, c'est dimension 3. Et un grain de riz, c'est dimension 0. Voilà. Et puis, on va mettre des opérateurs. Alors, slash, ça veut dire disperser aléatoirement. On va faire une application. Voilà la formule au niveau macroscopique. Elle est un peu compliquée, donc on va passer à la suivante. Alors, celle-là n'est pas compliquée. C'est D0 de eau, ça veut dire des gouttelettes d'huile. Eau, l'huile, D0, dimension 0. Slash dispersé aléatoirement, donc D3 le volume, W de l'eau. Voilà, une émulsion. Bon, donc vous voyez qu'on peut décrire, alors ça vous allez me dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce que c'est utile? Oh, on va bien voir, on va s'amuser un peu. Alors voilà les nanoparticules, voilà. Alors là, c'est donc un gel. Alors, un gel, la définition UPAC, je parle toujours sur le contrôle de Saint UPAC est avec nous. Il existe en ligne le Gold Book, le compendium de thermologie. Je ne parle que sous le contrôle du compendium, etc. Et donc il nous dit gel, c'est un solide empli d'un liquide. Donc ça c'est une échalote, c'est bien un solide, ça ne coule pas, empli d'un liquide. La feuille de laitue, pareil. Voilà. Et donc là, c'est donc des gouttelettes d'eau, enfin des poches d'eau, dispersées aléatoirement dans un solide. Ça, c'est la définition d'un gel. Bon, d'un gel. Mais alors, on veut faire un gel artificiel. On prend la même formule, on l'applique. Voilà des perles d'alginate. L'alginate, ça gélifie. On a mis du jus d'orange, des perles d'alginate, on les a gluées, enfin collées avec de la gélatine, et c'est servi par Pierre Gagnère à Tokyo, Dubaï, Hong Kong, Londres, Paris, etc. Et donc, j'ai appelé ça une conglomelle. C'est une invention. Personne n'avait jamais fait ça. C'est une orange artificielle. Alors c'est bien meilleur qu'une orange, parce qu'on a assaisonné le jus d'orange, alors que les oranges, c'est pas toujours terrible, celles qui sont acides, on arrache la bouche. Et puis, on a donné la consistance sur mesure, et je vous assure qu'il a travaillé pour ça. Donc vous voyez, alors j'oublie, je reviens pour dire. Alors voilà des pommes de terre, voilà la fabrique des pommes de terre, voilà pour les viandes, voilà pour le chocolat. Le chocolat n'a pas de structure parce que ça dépend de sa température. La structure dépend de la température, donc on se méfie. Voilà un gel de gélatine. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même formule, parce que là, il n'y a pas de poche dispersée, puisque l'eau fait un réseau continu, et le solide fait un réseau continu. Si bien qu'on a deux formules pour le même objet qu'on dit gel, ce qui prouve que le mot gel n'est pas suffisant. Alors, je continue, voilà. Alors, combien il y en a de gel différents? Alors, voilà un travail, un vrai travail que j'aime faire. J'ai pris un code informatique, il y a 20 lignes, et avec mon code, j'ai dit, tu vas me créer tous les gels les plus simples. Et ben voilà, il n'y a que cela. Donc si je veux faire de la technologie, je prends une formule, je la fais. Ouais, mais il y a des gels plus compliqués, parce que regardez, par exemple, celui-là, il est bien là maintenant celui-là, alors comment on va faire? Je vais le mettre encore un peu si vous me permettez. Voilà. Ah oui, tiens. Si on y met du sucre, ça fait quoi? Bon, ça va se dissoudre dans l'eau qui est présente. Donc je peux toujours mettre du sucre. Du sel, ça serait pareil. Voilà, bon, alors, on est bien d'accord. Alors maintenant, c'est vous qui goûtez, c'est ça? Ça devrait être un peu plus sucré. Moi, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps.
C'est assez sucré ou pas? Non, c'est pas assez sucré. J'en rajoute. Attendez. J'en rajoute, mais je vais aussi rajouter. Vous préférez acide citrique ou tartrique? Non, je vais vous tartrique parce que le citrique, c'est un chélatant. Alors donc on va prendre plutôt l'acide citrique. L'acide tartrique. L'acide tartrique, c'est très très bon. Contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas Pasteur qui a découvert l'acide tartrique. Hein. Voilà, alors, voilà. Il faut que vous goûtiez. Hein. Mais très peu, c'est juste pour goûter. Hein. C'est meilleur. Bon. Alors, donc, imaginons qu'on ait une mayonnaise. Déjà, si j'ai une mayonnaise qui est de l'huile dans l'eau, je me dis, mais je peux mettre du sucre. Parce que ça va dissoudre dans l'eau. J'ai jamais vu de mayonnaise sucrée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais alors, est-ce que je peux cuire une mayonnaise? Alors, voilà la vraie question. Alors, un four micro-ondes, voilà. Donc, la peau. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Les micro-ondes chauffent l'eau, pas l'huile, pas le sucre. Donc, l'eau va se mettre à bouillir. Si elle bout, ça veut dire qu'il fait 100 degrés, donc les protéines vont coaguler. Mais si ça bout, ça va gonfler. Donc, on va faire un soufflé. Alors, si le four marche, ça c'est un test pour les fours. Hein. En fait, il est plein pot là. Il va pas fort hein, le four. Ah si, ça y est, c'est bien. Voilà. Vous voyez, il y a une... Enfin, j'ai fait une prothèse mammaire là. Mais... Je ne pas rigoler. Mon épouse est cancérologue, alors vous voulez goûter? Non mais je lui donne une cuillère propre. Alors ça, que ça. C'est sucré? Acide? Ouais. Ah c'est bien. Bon. Mais alors, il nous manque un truc très important. Il nous manque de quoi donner du goût. Enfin, du goût, on a de la saveur. On n'a pas l'odeur. L'odeur est importante pour le goût. Alors, je vous montre ici un truc que j'ai mis des années à obtenir. Dans le temps, je disais, mais tiens, le 1-octane-3-ol, ça sent bon le champignon. Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas dans la cuisine? Et j'ai réussi à ce qu'un élève de chimie Paris-Tech crée une start-up où il va diluer du octane-3-ol dans un solvant. Alors, c'est vous qui allez goûter parce que ça c'est bien. Voilà, je vous mets là, comme la tequila. Vous n'avez pas d'allergie? Non. Alors, c'est bon. Alors celui-là, il devrait sentir un peu du pain grillé peut-être, non? Un peu de pain grillé. Bah alors, voyez, je veux faire la cuisine. Crac, 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 crac. Mais alors, si je me dis le pain grillé, ça va bien avec le concombre. Crac, 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 crac. Alors, je peux le mettre avant la cuisson. Là, je vais mettre, mais c'est trop tard. Et donc, voilà ce qui est vendu maintenant. C'est-à-dire qu'on peut construire le plat sur mesure. C'est-à-dire qu'on a construit sa consistance, on a construit sa saveur, on a construit son odeur. Je crois que j'ai vu... On peut construire les piquants et les frais, le menthol, le piperine, etc. Et donc, on construit un aliment entièrement sur mesure. Alors, je reviens à ça. Il y a 16 gels. Ben, je peux les faire. Je peux prendre une imprimante 3D. Dans les imprimantes 3D alimentaires, on va pas mettre des carottes. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça? Super. Donc j'ai gagné. Comme une imprimante 3D, j'ai gagné. On ne mettra pas des carottes. La cuisine avec des carottes, c'est fini. On arrêtera de nous ennuyer avec les prétendus ultra transformés imbéciles. On va avancer. Alors, ça marche plus. Bon, alors bref, vous avez compris le jeu. Donc maintenant, on est parti sur un système plus compliqué. Donc c'est un gel qui contient à la fois des bulles d'air et des gouttelettes d'huile. Donc c'est pas un des 16 gels simples. Donc combien il y a de gels un peu plus compliqués, qu'on va appeler de classe 2, et puis de classe 3, et puis de classe 4. Et ça, alors voilà. C'est bon là? Non, pas encore. Voilà, parfait. Alors je suis heureux de vous dire que j'ai découvert qu'il existe 1489 gels de classe 2. Alors les voilà, les voilà, les voilà, et les voilà. Merci. On n'aura pas de phénomène avec ça, malheureusement. Alors, simplement, je me suis dit qu'il y a les suspensions. Les suspensions, c'est les pâtes, les solides dispersés dans un liquide. Combien il y en a? On prend le même programme, et cling, il y en a 6.
de classe 1, mais comme il y en a de classe 2, eh ben, il y en a 158. Pourquoi 158? J'en sais rien. Comment ça se répartit? Quel goût ils vont avoir? Alors, goût, c'est pour la cuisine, mais en pharmacie, à quelle vitesse ils vont libérer les principes actifs? En peinture, comment est-ce qu'ils vont donner du brillant, du machin? Voilà. Et donc, il y a une question que je ne pourrais pas résoudre avant de mourir, qui est la suivante, c'est on a un ensemble de formules, l'ensemble de formules, on peut le construire, on peut les faire en vrai, ils ont des propriétés physiques et chimiques qu'on va mesurer. Est-ce qu'on peut prédire la propriété chimique à partir de la formule? Je ne sais pas. Ça me paraît un travail technologique tout à fait passionnant que je ne ferai pas. Alors, voilà, la technologie, il y a plusieurs applications. Parce qu'on peut faire des applications pédagogiques, on peut faire des applications techniques, et on peut faire des applications méthodologiques, on peut faire des applications tas de choses. Alors, en voilà une. Je vous ai dit tout à l'heure, la RMN quantitative, ça nous prenait 5 jours. Et c'est la RMN du liquide. Hein. Et puis un jour, pardon, je peux vous prendre le stylo. Donc on met l'échantillon dans un tube qui fait 5 mm de diamètre en quartz, on met un bouillon de carotte, hein, et puis on le descend dans la machine, on appuie sur les boutons qu'il faut, et traque, on inspecte. Et un jour, je regarde ma carotte au microscope, et je me dis, mais la carotte, c'est un liquide. C'est 80% de liquide. Donc c'est un liquide. Qu'est-ce qui se passe si je mets la carotte dans mon tube? Alors, je suis très heureux de vous dire que le doctorant qui était avec moi à ce moment-là, je lui dis qu'il va mettre une carotte, alors c'était des haricots verts, je lui dis qu'il va mettre un haricot vert, il dit mais non, regardez, c'est pas un liquide, c'est un haricot vert, c'est ça solide. Et il va dans une grande école de chimie, je ne vous dirai pas laquelle, voir le RMNiste du coin, qui lui dit mais non, ça ne marchera pas. Il y avait un étudiant qui m'emmerdait au labo, je lui dis toi tu vas faire, je ne donne jamais d'ordre, mais toi tu vas faire ce que je te dis, tu vas mettre une carotte, 1 mm, tu vas le couper au couteau, 1 mm de section, on va aller 40 sections, sur ça de la hauteur, on va le mettre et on va le passer. Et voilà la photo, vous voyez le tube avec le petit morceau de carotte qui est, voilà, hein. Et en 10 minutes, on a eu le même spectre que celui qui prenait 5 jours. Et il était quantitatif. Dans mon jury de recrutement à l'INRA, la spécialiste RMN, je ne sais pas quel centre, si je sais, mais je ne vous dirai pas, a dit, monsieur Otis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Faites la belle pour lui dire, c'est pas possible, espèce d'âne. C'est si possible qu'on fait ça tous les jours au labo. Et les performances sont vraiment extra. Alors, Elsa, elle n'a pas fait l'ESCOM. Elsa, elle venait de Chimie Strasbourg. Et c'est une fille super. Et là, on a mesuré les coefficients de variation pour des échantillons, mais les coefficients de variation sont inférieurs, en gros, il y a un autre layer, mais inférieurs à 0,2, ce qui est super bon, quoi. Tout compris. Hein, voilà. Et à droite, c'est la carotte, où on a coupé des petits lambeaux au centre, un peu au milieu, un peu à l'extérieur, sur glucose, fructose, saccharose. Cette manip a pris 3 fois rien. Une publie, vite faite, simplement parce que la carotte, c'est de la flotte. Où est le président du bureau carbone? C'est vous? C'est Marie. Ah, c'est vous? Eh bien, je suis heureux de vous dire que vous êtes un gel. Parce qu'un gel UPAC, c'est un liquide dans un solide. Un être humain, c'est 70% flotte, 20% de protéines et du gras. Hein. Donc, cette eau ne coule pas, et donc c'est un gel formellement. Hein. Et donc, voilà, tout ça permet d'étudier donc les gels. Les gels, c'est des systèmes extra. À condition que le calcul soit bon. Alors là, c'est un truc. Méfiez-vous des logiciels, des machines, ils disent n'importe quoi. On a pris un spectre de café. On a pris le signal de la caféine. Il est parfaitement au milieu de nulle part, il n'y a pas de bruit, le spectre était beau, tout allait bien. Et on a intégré ce signal de caféine avec 5 logiciels. Il donne des différences de 50%. Alors laquelle est la bonne? On n'en sait rien. Ben nous, on a fait un petit code qu'on donne à tout le monde gratuitement et qui calcule et qui le fait correctement et on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc attention aux logiciels commerciaux, c'est de la daube. Enfin, pas tous, mais... Ah oui, je suis enregistré, donc vous couperez partout. Alors, ce qui est mieux, c'est que là, on a mesuré les sucres dans la carotte, ce que vous avez dans la thèse. Et on s'est aperçu qu'on trouvait plus de sucre qu'on en avait dans les extractions. Une extraction, c'est toujours très difficile, c'est jamais complet. Et pour le saccharose, à droite, on avait 1,5 fois plus de saccharose en vérité qu'on en voyait avec une extraction, par la meilleure méthode d'extraction.
Alors, des applications technologiques. Alors, je vous ai parlé. Donc, voilà une application méthodologique. Hein. Alors, local, on en a parlé. Dans le temps, on rôtissait les poulets. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis un réflecteur derrière. Donc, les infrarouges vont des deux côtés, ça va plus vite. Bon. C'est une technologie. Alors là, moi, j'ai inventé, au lieu de ça, j'ai inventé un micro-réacteur. 11 entrées, une sortie. Donc, vous poussez avec des pompes. Vous avez 400 milliards de combinaisons. Je crois que voilà le prototype, le premier jour, on l'a fait. Les petits micro-réacteurs, ils sont en bas, là. Les pompes, on avait pris les pompes qu'on trouvait. Et puis, voilà le premier plat de l'histoire de la cuisine, calculé par une formule et fait par une machine. Voilà, et puis on a continué, on a piloté par un ordinateur, donc les gens venaient taper des cocktails, enfin bref, ça disait. Et voilà, et puis là, tiens, vous allez pouvoir faire l'expérience parce que le basilic apparaît dans le supermarché. Vous faites du pistou. Le pistou, c'est vous prenez basilic, parmesan, pignon de pain, l'huile d'olive, et ail. Vous broyez. Alors, il est dit, surtout au mortier et au pilon. Au mortier et au pilon, vous avez une couleur vert sapin. Vert sapin, mais vous avez, au début, vous ne sentez pas grand-chose, et puis après, très longtemps, il y a du goût. On appelle ça de la longueur en bouche. Si vous le faites au mixeur, et ça fait cling, c'est vert printemps. Et en bouche, il y a une attaque tout de suite, on le sent, c'est celui-là. Non, ça c'est la libération. Donc c'est celui-là le mixeur et c'est celui-là le mortier-pilon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, mélanger les deux. Parce que comme ça, vous avez une belle couleur, mais en plus, vous avez de l'attaque. Et voilà. Alors, vous voyez, ce raisonnement-là, c'est un raisonnement technologique qu'on peut appliquer pour faire des principes actifs. Hein, c'est pas très différent. Après, on peut calculer les libérations. Est-ce qu'on peut faire un aliment qui a un goût qui apparaît, qui disparaît, un autre, un troisième? La réponse est oui, on l'a fait au Danemark, et voilà, avec des chefs. Ça a pris, c'était des doctorants de l'université d'Aarhus avec les meilleurs chefs danois, ça a pris une après-midi. Voilà. Alors la cuisine moléculaire, je vois que le temps passe, la cuisine moléculaire c'est un vieux machin. Ne vous intéressez pas à la cuisine moléculaire, hein. Ne vous y intéressez pas, c'est un truc de vieux, c'était en 1980, ne vous intéressez pas à la cuisine moléculaire. J'ai pas dit la gastronomie moléculaire physique, hein, j'ai dit la cuisine moléculaire. D'accord? La cuisine, c'est la cuisine, la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Donc si c'est moléculaire, c'est chimique. Voilà. Alors, la cuisine moléculaire, c'est quoi? Eh bien, quand j'étais dans mon labo, parce que c'est mon labo à la maison, ça. Ben oui, depuis l'âge de 6 ans, mon argent de poche va en produit. Donc, j'ai mis 1 kilo de... Non, je suis filmé. Enfin, j'ai fait plein de bêtises, comme les chimistes. Mais j'ai gardé mes mains et mes yeux. Hein. Ne faites pas trop de bêtises, hein, quand même. Hein. Parce que ça va vite, hein, dans la bonne chimie. Hein. Je crois qu'à Mulhouse, il y a eu un mort. Hein. On rigole pas. On rigole pas trop. Alors bref, à l'époque, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on cuisine avec des ustensiles minables? Et donc, la cuisine moléculaire, ça a été de dire, on va prendre les objets du laboratoire pour cuisiner. Par exemple, on veut une température contrôlée, on prend un thermocirculateur. C'est devenu la base de toute la cuisine basse température qui est dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de brevet. Et tant mieux, ça fait des viandes qui sont bien meilleures que dans le temps où c'était un peu sec. L'azote liquide pour faire des sorbets, j'espère que vous en avez tous fait ou goûté. Hein. Non, bah, la fête de la science, qu'est-ce que vous attendez? Bon, enfin bref, vous goûterez des sorbets d'azote liquide. Filtrer, ben, un Büchner, ça filtre très bien. Les ampoules à décanter pour séparer les phases, ça va très bien. L'évaporateur rotatif pour produire des goûts extraordinaires, c'est super. Vous mettez des framboises là-dedans, vous allez voir, c'est vachement bien. Etc., etc. Et avec ça, j'ai dit à Pierre Gagnère, ben, tiens, je vais te donner des inventions. Alors, quand j'invente un plat, souvent, je lui donne le nom d'un chimiste. Priestley, c'est celui qui a découvert la sauce blanche, c'est mon invention, c'est un Priestley. Alors, Wurth, c'est un grand chimiste alsacien, donc c'est les meilleurs. Ça, c'est un Wurth. La mousse rose, c'est un Wurth de cassis. Les œufs à 65 degrés ou les œufs parfaits que j'ai inventés il y a très longtemps, ils sont partout maintenant. Il n'y a pas un bistrot qui fait... Il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous mettez un œuf dans de la flotte, vous mettez le thermocirculateur, vous branchez 65 degrés, vous partez vous promener. Et ils vous vendent ça 30 € parfois. Bon, alors voilà. Ah, une salade artificielle. Alors ça, j'aimais bien. Alors Nollet, c'est pas un chimiste, c'est un physicien. La feuille rouge, c'est une feuille de laitue, enfin faite à partir de laitue. La feuille verte, c'est une feuille faite à partir de tomates. Et la feuille blanche, c'est la vinaigrette. C'est une feuille de vinaigrette. Bon, c'est pas dur. Les questions de vent, c'est comment faire 1 mètre cube de blanc-neige avec un seul blanc d'œuf.
Je signale, alors je lance un défi à l'ESCOM. Pour l'instant, avec des enfants handicapés, on a réussi à faire plus que 40 litres de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. L'ESCOM fera-t-il mieux? Voilà, vous me tiendrez au courant. Le gypse, alors gypse, dans le temps, ce plat s'appelait G égale H moins TS. Mais Pierre m'a dit sur les cartes, c'est pas possible. C'est le trou blanc. Ah ben c'est ça, voilà. Là on a fait le gypse, vous voyez. Alors ensuite, le chocolat chantilly, c'est comment faire une mousse au chocolat sans œufs. De toute façon, ça sert à rien de mettre des œufs dans le mousse au chocolat, donc ne mettez pas des œufs dans le mousse au chocolat, ça sert à rien. Donc j'ai inventé le chocolat chantilly en 95. Puis il y en a plein d'autres, on en fait pas. Voilà, alors, tout ça c'est périmé, c'est pour les vieux, pour ceux qui sont déjà dans la tombe. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui est moderne? Alors ce qui est moderne, c'est un truc que j'ai proposé en 94, qui est déjà pas très moderne. J'ai dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas construire les aliments avec des composés purs? C'est-à-dire de l'eau, des pectines, de l'acide tartrique, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a pris des protéines, on a pris de la flotte, on a pris des triglycérides, voilà, on a pris du saccharose, on l'a fait. Alors on peut faire mieux que ça, bien évidemment. Donc voilà la cuisine de demain. Donc il n'y a plus de froid, ce qui est très bien, parce que le froid n'est pas durable. Il y a les flux frigorigènes, et puis il y a aussi l'énergie dépensée par le froid, qui est considérable. Bon, donc déjà on se débarrasse du froid. Ensuite, alors, je sais que même dans une école d'ingénieurs de chimie, il y a des gens qui disent « Ah non, il ne va pas nous faire bouffer ces saloperies quand même ». Vous êtes influencé par la presse, qui vous disent ultra transformé, vous avez peur, il faut... Bon, vous faites ce que vous voulez, mais je vais essayer de vous acclimater. Alors, il y a 2 siècles, on jouait des violons. Quand on fait zing, on entend le violon, on reconnaît le violon. Il y a 2 siècles, on cuisinait avec des carottes. On mettait une carotte dans une casserole, vous goûtez la carotte. Bon, donc c'est pareil. Il y a 1 siècle, Fourier a analysé les sons et a découvert que les sons étaient faits d'une somme d'ondes pures, fréquences pures. Et à l'époque, à la même époque, les chimistes, Braconnot, Geoffroy et d'autres, ont analysé les aliments et vu que les aliments étaient faits de composés purs. Pectine, eau, saccharose, voilà. Donc c'est pareil. Hein. Il y a 50 ans, il fallait une pièce d'ordinateur pour composer de la musique de synthèse, et aujourd'hui ça coûte 23 €. Qu'est-ce que vous mettez à droite? Il y a une évidence, non? Alors, faut-il le faire? Voilà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Faut-il le faire? Alors, moi, quand je regarde une carotte, je m'en fous de la carotte. Je veux bien respecter l'agriculteur. Ah oui, s'il a bien travaillé, parce qu'il n'y a pas que des bons. Hein, il y en a des bons, il y en a des biens, il y en a des honnêtes, etc. Je veux bien, mais une carotte, une fois que je l'ai achetée, je fais ce que je veux. Bon. Alors, moi, je ne vois plus la carotte. Ça ne m'intéresse pas de regarder un truc orange. Ce que je vois, c'est les composés qui sont dedans, ils sont super. Il y a tous ces composés-là et plein d'autres. Alors, il vaudrait mieux les ordonner dans une liste raisonnée, par quantité, par ordre de grandeur, ça sera plus intelligent. Mais moi, je ne vois plus de carottes, hein, je vois ça, je vois les composés qui sont derrière. Je vous livre une phrase merveilleuse des jésuites que je transpose. Les jésuites disaient « Il ne faut pas vivre en tant que chrétien, mais en chrétien ». C'est les jésuites. Moi, je vous propose de dire « Il ne faut pas vivre en tant que chimiste, mais en chimiste ». Il faut qu'on transpire la chimie. La chimie est en train de se mouiller, c'est de la chimie. Il n'y a pas d'autre truc, c'est pas de la biologie, c'est pas de la... C'est de la chimie. C'est tellement extraordinaire. Enfin, je n'ai pas profité de mes études à l'ESPCI parce que je courais les filles tout le temps, mais oui, mais c'est une bêtise. J'en rêvais, enfin pas des filles, hein. Je rêvais de chimie depuis l'âge de 6 ans. Je rentre à l'ESPCI et je vais courir la gueuse. Ah ouais. Non mais il n'y avait pas que des gueuses, il y avait des filles bien aussi. Hein. Et j'ai trouvé la mieux du monde, que j'ai épousée immédiatement. Et comme ça, je peux refaire la chimie. Hein. Alors, voilà. Alors, vous aviez vos composés. Vos composés, dans la carotte, ils sont organisés d'une certaine façon, mais on peut les organiser sur mesure, de plein de façons, de milliards de façons différentes. Donc l'innovation, elle est à portée de main, elle est là. Il suffit de la regarder. Construire les formes, les consistances. Alors, ceux qui ne veulent pas, ils trouvent tous les mauvais arguments. Ah, mais monsieur 10, ça sera difficile, vous allez voir. On l'a fait en 4 coups de cuillère à peau. On a oublié de les applaudir, ils sont très bien. Oui, oui, oui. Et lui aussi, plus sérieusement, moi demain c'est 2050. Hein. 2050, je serai mort. Donc, c'est un fait expérimental. Hein. Quasi réglé. En revanche, vous serez vivant. Qu'est-ce que vous allez manger?
Voilà une bonne petite question que j'aime bien. Que j'aime bien parce que il y a une crise de l'énergie. Alors, dans le temps, je mettais un point d'interrogation, j'ai viré le point d'interrogation. Et elle est là. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc les lycées hôteliers qui laissent le gaz brûler toute la journée, je vous assure que c'est terminé maintenant. Hein. Et on le voyait toute la journée. On arrivait à 8h dans un lycée hôtelier, le gaz était allumé, et à 20h, le gaz était éteint. Parfois même, ça durait pendant la nuit. Non mais c'est dément. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On le savait déjà à l'époque, si on était un peu cortiqué, mais ça n'allait pas, et ça ne va pas. Donc il faut penser à réduire la consommation d'énergie quand on cuisine. Le froid, mais pas seulement le froid. Le four à micro-ondes, le rendement énergétique, c'est 80%. Sur une plaque à gaz, une plaque chauffante habituelle, le rendement, c'est 20%. Non, mais ils s'en foutent, quoi. Comment est-ce qu'on laisse vendre des trucs aussi minables? Alors le voilà. Alors, voilà la courbe. Alors, les derniers chiffres, c'est en 2050, c'est 9,7 milliards, c'est-à-dire 10 milliards. On sait produire à manger pour 7 milliards. On est presque 8, il y a 1 milliard qui crève de faim, enfin, qui a faim. Et donc, s'il y a 4 milliards supplémentaires ou 3 milliards supplémentaires qui ont faim, il y a une guerre mondiale. Enfin, vous allez me dire, il y aura peut-être une guerre mondiale avant. Mais en tout cas, il y a un problème là. Il y a un problème de nourrir, de vous nourrir. Alors, je veux bien tout qu'on me dise les allergies, le gluten, les ultra-transformés, etc., mais vous allez faire comment? Parce que on peut être bon élève, on vient à l'ESCOM, on fait ses cours, on fait ses TD, on fait ses TT, on a des bonnes notes. Mais comment on prend à bras-le-corps cette question de l'aliment qui va vous tomber dessus? Il n'y aura pas quelqu'un qui va vous résoudre le problème. C'est vous qui allez le résoudre. C'est vous qui êtes chimiste qui allez le résoudre. Parce que vous savez lire, compter, calculer, et qu'avec ça, vous pouvez faire des choses différentes. Oui, très bien. J'ai une question qui peut peut-être paraître un peu bête. Il n'y a pas de question bête. Est-ce que vous avez réussi à recréer les fibres du coup les fibres. Ah oui, alors dans mon article de Pour la Science du numéro de février, j'ai un article sur les fibres. Et justement, à partir de composés des végétaux. Voilà. C'est pas dur les fibres. En gros, dans l'industrie, il y a des filières. Vous voyez, on fait passer une pâte à travers un petit trou, ça fait une fibre. Alors, il y a fibre et fibre, parce que vous voyez, une fibre de cellulose, c'est super malin. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de synthétiser les composés. On peut peut-être les extraire, parce que, vous voyez, le gazon, là, il y a de la cellulose. Pourquoi est-ce qu'on n'extrait pas la cellulose du gazon? Il y a des questions, il faut marcher par filière, après. Mais c'est des questions passionnantes. Hein, ouais. Le premier poste qu'il faudra résoudre, c'est le gaspillage alimentaire. Donc un tiers, c'est pas possible. Si vous supprimez un tiers de gaspillage, aujourd'hui, on pourrait nourrir presque l'humanité. Donc c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est gaspillé? On fait pas exprès de jeter. Donc, alors la raison, à mon sens, c'est simplement que les produits qu'on mange sont souvent des produits frais. Et ils ne sont pas cultivés. Enfin, Compiègne, c'est la campagne, mais... non, mais c'est vrai, il y avait des champs. Mais à Paris... Ben oui, mais... Il n'y avait pas les eaux aussi, où j'ai mon labo, c'est la campagne, il y a des tracteurs à côté. Mais à Paris, il n'y a pas de champs. Donc, on transporte les fruits et les légumes qu'on apporte. Et quand on les transporte, ils s'abîment. Alors, il y a des enzymes polyphénol oxydases qui vont faire le talage des fruits et des légumes quand ça devient brun. Et ça, on n'a pas le droit de les vendre. La loi de 1905, il faut que les produits soient sains, loyaux, marchands. Et donc, produits frais, c'est sans doute une raison terrible, rien que parce qu'on transporte de l'eau. Il faut 10 000 camions pour nourrir Paris tous les jours. 10 000 qui transportent de l'eau. 99% pour une laitue, 85% pour une tomate, 80% pour une carotte, 70% pour une biloche. Et donc, pourquoi? Alors, vous voyez, ici, c'est là. Là, j'ai l'équivalent de 20 racks d'œufs. Et ça casse pas, c'est léger, j'ai pas de frigo, ça se conserve, on fait un gypse sur mesure. Donc il y a quelque chose à penser. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement réfléchissons collectivement, soyons intelligents pour changer le modèle alimentaire. Alors, fractionner, le fractionnement, on fractionne aujourd'hui le blé et le lait déjà. Hein. Vous voyez pourquoi aujourd'hui vous avez du beurre, il est à 82% d'eau. Parce que c'est la loi, on ne peut pas descendre, 82% de graisse. On ne peut pas descendre en dessous, parce que sinon les gens mettraient de la flotte et ils ne vous rendraient pas du beurre. Donc aujourd'hui c'est 82 exactement, parce qu'ils ont ajusté. Donc on fractionne, ça c'est l'industrie. Hein. Alors les techniques, c'est des techniques membranaires. Donc mon conseil, c'est intéressez-vous aux techniques membranaires, pas toute la promo, parce que sinon ça va saturer.
Enrichir les agriculteurs, ça il faut, parce qu'ils sont responsables de nos aliments. Les possibilités, c'est fini. Alors un art culinaire, alors je termine avec ça pour vous montrer que cette cuisine de synthèse se développe dans le monde entier. Alors voilà Pierre qui a fait le premier, on a fait ça à Hong Kong. Il nous a fallu 6 mois, parce qu'à l'époque, on n'osait pas, on ne savait pas quel goût ça aurait, on ne savait pas. Mais depuis, alors, voilà le chemin. Ça, c'est une étudiante de l'école du Cordon Bleu, elle a eu 2 heures de cours et ensuite elle a produit ça. Alors elle a appelé ça joue de bœuf, donc j'ai engueulé, c'est pas de la joue de bœuf, il n'y a pas de joue de bœuf, il n'y a que des composés purs. Alors vous voyez, au début, 2010, c'était encore très hésitant. Ils mettaient encore une framboise. Ça ne sert à rien de mettre des framboises. Faisons des framboises artificielles, ça sera meilleur. Potel et Chabot, ça c'était à l'UNESCO avec des ministres, etc. Alors ça s'appelait sur une idée d'huître. Voilà, un soufflé qui faisait 1 mètre de diamètre et qui avait un goût de homard. C'était super bon. Mes enfants en ont pris 3 fois. Alors ça c'est un dessert. Alors il y avait des couches croquantes, tendres, confiture à l'intérieur, bleu. À gauche c'est un travail de feignant. C'est de la flotte, du glucose, du saccharose, un peu d'acide citrique et crack azotique. Alors ça, c'était super. Ça, c'est un super surimi de surimi. Mais avec un goût qui sentait la fraîcheur d'un concombre fraîchement râpé, avec une consistance en bouche, c'est extra. Danemark, alors je vous ai parlé du Danemark. Ah, on a fait des sushis artificiels à Tokyo. C'est pas du poisson, c'est pas du riz. En Pologne, voilà un gars qui fait très bien. En Alsace, évidemment, c'est les meilleurs. Voilà. Alors, c'est pas un œuf, hein, c'est pas un œuf sur le plat, c'est entièrement de synthèse. Hein, et ça n'a pas un goût d'œuf. Hein. Le petit macaron vert, il était extra. Athènes, ils ont vraiment très bien fait. C'est encore une école de cuisine. C'est des élèves qui étaient débutants, avec des bons profs. Il y avait du croustillant, il y avait du mou, il y avait du tendre, il y avait du dur. Voilà, il y avait encore ça, il y avait encore ça. Ah, ça c'est en Pologne. Singapour, le machin vert, c'est pas une algue, c'est une algue artificielle. Vraiment. Ça, c'est des Suisses qui gagnent régulièrement des concours. Bocuse d'or, ça, c'est du Brésil. L'imprimante 3D. Et puis, les applications pédagogiques. Alors, tous les mois, j'ai un séminaire. Par exemple, le mercredi, il y a eu le séminaire. On a testé, est-ce qu'il faut mettre de la maïzena dans les génoises? Est-ce que ça change quelque chose? Bon, la variabilité inter-échantillon était tellement grande qu'on ne peut pas dire que ça change. Donc les chefs nous vacillent. Ils disent maïzena, mais c'est une marque commerciale, donc c'est sans doute les fabricants de maïzena qui ont poussé les chefs à dire maïzena en engraissant la pâte. Donc, là, c'était pas ça ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de mettre de l'œuf dans les pâtes à tarte? Donc on a fait des pâtes à tarte, la même, hein, avec de la flotte, avec du blanc d'œuf, avec du jaune d'œuf, avec de l'œuf entier. Vous reconnaissez que quand c'est jaune, c'est du jaune d'œuf. Hein. Il y avait 6 jaunes pour 200 grammes, c'était effroyable. On a tout cuit avec un plan d'expérience pour que ça soit cuit pareil dans le four. Et on a goûté en aveugle, alors on était là, on les yeux bandés, on nous mettait un truc, on goûtait. Alors on teste triangulaire, je ne rentre pas dans le détail, et personne n'a vu la différence. Donc je ne mets plus d'œufs, je ne mets pas de tarte. Je ne suis pas assez riche avec ma somme d'argent de l'État. Les ateliers du goût, ça c'est dans les écoles. Et demain, demain, alors il faut que je termine quand même si je suis dans un endroit technologique, je suis venu pour ouvrir mon cœur. Bon, mon cœur, c'est la chimie. La chimie, on est d'accord, c'est une science de la nature. C'est pas une technologie, parce que si c'est une application de la chimie, c'est plus de la chimie. Bon. Et donc, moi, mon objectif, je suis payé pour faire des découvertes. Alors ça, c'est pas facile, et il y a des gens qui sont malheureux avec cette question-là. J'ai des copains scientifiques malheureux. Parce que, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire... Voilà, imaginons qu'on veuille le prix Nobel. Bon. Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Normalement, quand on est intelligent, on se fixe un objectif, le prix Nobel, puis on dit pour le prix Nobel, je vais prendre tel chemin, je vais arriver au prix Nobel. Bon. Mais là, moi, mes questions, par exemple, c'est comment est-ce que les protéines des tissus animaux sont libérées dans un pot-au-feu? Voilà une question, je ne sais pas. Ou bien, est-ce que le café qu'on ferait à partir des parties internes de baies de café est différent du café des parties externes? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que les tartes aux abricots, on les fait avec des abricots bien mûrs, qui sont bien sucrés, on fait la tarte, et crac, ça devient ainsi, il faut mettre plein de sucre dedans? Je ne comprends pas. Donc des questions, j'en ai 25 000. Laquelle je choisis pour aller au prix Nobel? Ben, j'en sais rien. Parce que, en vrai, voilà, je suis là, en train de marcher. Non, vous me lisez de gauche à droite, donc c'est comme ça. Je suis là. Hein. Derrière moi, c'est le passé.
si je me retourne, je vois les fullérenes, le graphène, la mécanique quantique, la relativité, le machin. Mais je ne suis pas payé pour faire l'histoire de la chimie, moi je suis payé pour faire des découvertes. Donc il faut que j'avance par là. Mais est-ce que j'avance côté tarte aux abricots ou est-ce que j'avance question pot au feu? Ben, je ne sais pas. Parce que les découvertes, je ne les vois pas. Elles sont normales. C'est sûr, il y aura des découvertes demain, après-demain, après-demain, il y en a plein. Où est-ce que je vais la trouver, moi? Parce que devant, c'est le brouillard. Quoi. Je ne les vois. Si je savais où elles étaient, ce ne seraient pas des découvertes qu'on fait, elles seraient déjà faites. Donc, vous voyez, il y a des choses difficiles. Imaginons qu'une découverte, ça soit comme une montagne. Donc, on est dans le brouillard, on marche, on cherche une montagne. Ah, ça monte. Ah oui, mais ça va redescendre après. Bon. Donc, on n'a même pas cette stratégie-là. Donc, quelle est la stratégie scientifique? Voilà une question passionnante. Mais vous pouvez la transposer pour vous-même. Imaginez que vous soyez ingénieur. Quelle est la stratégie de l'ingénieur? Pour faire de l'invention, pour faire de l'application, pour faire ce que vous voulez. Voilà la vraie question. C'est une question de stratégie. Moi, je dis toujours, il me faut un objectif, et ensuite, il faut un chemin pour y mener. Si je ne sais pas, je vais à Compiègne, je vais arriver à Senlis. Bon, ce n'était pas l'objectif. Moi, je voulais arriver à Compiègne. Donc, je vais arriver à Compiègne, parce que j'ai dit, 1, Compiègne, et 2, quel chemin je prends. Voilà. Alors, donc, il y a des gens qui sont très tristes, parce qu'ils disent, mais on n'a pas de stratégie, et on nous demande de faire des découvertes, c'est quand même terrible. Alors moi je dis au contraire, on va faire des découvertes inattendues, ça va être des surprises tout le temps. Et c'est ça le bonheur. Donc, alors, j'ai fait une liste de stratégies, etc. Et puis je termine, parce que j'ai l'heure, parce que vous en avez marre. Mais vraiment, la chimie, science, hein, mais on admet à table même les ingénieurs qui veulent faire des applications. On est très consensuels. Non mais on admet tous ceux qui veulent participer à faire demain un monde un peu meilleur, avec de la connaissance, un peu rationnel quand même, que nos comportements ne soient pas divagants. Enfin, et ça, la chimie, elle a quand même ce... Enfin, vous vous rendez compte qu'un chimiste, c'est quelqu'un qui, quand il regarde un objet, c'est pas l'objet qui voit... Le monde, il voit l'objet. Mais nous, on voit l'organisation, avec les yeux de l'esprit, on voit l'organisation avec ça mérite d'être à table ensemble. Moi, je dis, les amis, c'est des gens qui partagent avec moi cette passion. Voilà. Bonne chimie.